Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir. Émission tout à fait exceptionnelle puisque je suis en direct depuis le salon du livre ésotérique et philosophique ici à Condom dans le Gers. Je suis au cœur du salon, entouré de milliers de livres sous des arches absolument somptueuses, donc dans un très beau lieu, puisque je me trouve dans le cloître de la cathédrale de Condom, un cloître datant du XVIe siècle. Plusieurs invités vont venir me rejoindre dans cette émission et plusieurs sujets sont au programme ce soir. Nous parlerons pour commencer de calligraphie arabe avec l'artiste Lassad Metoui, à qui une exposition est consacrée dans ce salon de magnifiques calligraphies qui sont extraites d'un texte de Khalil Gibran, un roman exceptionnel qui s'appelle Le Prophète. Je recevrai ensuite Ichil, c'est une artiste basque qui, elle, peint des mandalas. Qu'est-ce qu'un mandala? À quoi est-ce que cela sert? Nous verrons cela avec elle d'ici une petite demi-heure. Nicole Buisson-Joanneau sera également mon invitée. Elle est auteure d'un roman historique intitulé La légende des légendes aux éditions Dervy. Elle viendra nous parler d'une relique que les Templiers auraient possédée et adorait, une relique qui s'appelle le Baphomet. Enfin, je recevrai le directeur de la maison d'édition Dervy Livre, Bernard Renaud de la Favrie. Je vous rappelle que le salon est ouvert demain toute la journée, évidemment, de 9h jusqu'à 19h, toujours ici à Condom, dans le Gers, dans ce cloître datant du XVIe siècle. Et ce cloître qui est, le temps d'un week-end, la plus grande librairie ésotérique de France. Vous pouvez intervenir dans cette émission, vous le savez, vous êtes toujours les bienvenus. Vous pouvez nous appeler au standard 0826 300 300 pour poser des questions à mes invités. Vous pouvez également intervenir par SMS 71 200, votre texte, et vous envoyez le tout au 71 200. Attention, j'oublie un détail, vous tapez le mot Sud avant de taper votre texte, Sud, un espace, votre texte, et vous envoyez tout ça au 71 200. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Lassad Metoui, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Avec vous, on va découvrir l'univers de la calligraphie arabe. Vous allez nous expliquer votre parcours, ce qui vous a amené à vous intéresser à cet art si particulier qui, vous nous le direz tout à l'heure, j'ai l'impression, est à mi-chemin entre l'art et en même temps la spiritualité, une réflexion beaucoup plus profonde, je dirais. Peut-être même tournée presque vers la religion. On verra ça tout à l'heure ensemble. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre un pinceau et de commencer à tracer des lettres de manière si particulière? En fait, le commencement, moi je reviens toujours sur mon enfance. Ouais. Moi je suis né en Tunisie, à Gabès dans le sud. C'est une ville aux portes des déserts. Elle a un rapport très spécifique par rapport à la nature. Ouais. Les déserts, c'est-à-dire l'espace libre, l'espace infini, l'eau, la mer et l'oasis. Et quand j'avais 5 ans, je fréquentais une école d'enfance. Et dans cette école, c'est un lieu ancien, traverser les quartiers juifs des Gabès. C'est un espace déjà complètement plein de sagesse parce qu'il y a plusieurs lieux de prière, Ouais. qu'on appelle Darsla, c'est-à-dire le lieu de prière et de spiritualité. Et il y avait 3 animateurs qui attendaient les enfants le matin. Je pense que c'était un dimanche, 10h du matin, je ne me souviens plus l'heure exacte. En fait, il y avait une animatrice, elle était très belle.
Physiquement, je l'ai regardé, j'ai dit waouh, c'est terrible. Hein. Et alors, sincèrement, ils ont partagé les enfants. Moi, elle a compris que je ne vais pas la lâcher comme ça. Hein. Et vous aviez quel âge? 5 ans. Ah, même. Pour te dire, nous sommes amis jusqu'à maintenant. Hein. C'est ça qui est l'histoire. C'était une histoire vraiment assez exceptionnelle. Et alors, quand je l'ai suivi, on est rentré dans des salles et elle animait des cours. C'est pas de la calligraphie, c'est pas l'écriture, entre les deux. L'essentiel, elle utilisait un roseau taillé. À l'époque, il n'y a pas de plume, mais il y a plume métallique ou de roseau. Et alors, avec plume de roseau, elle écrivait des lettres. Et nous, on copiait des lettres. On rentre en contact avec l'encre. Ouais. Le roseau dans sa forme esthétique, proche de la nature. L'encre fabriquée de manière artisanale. Vraiment, il y a quelque part, il y a un côté très zen, très agréable, très tendre. Plus elle était très tendre de manière sa voix, elle m'a invité vers le beau. Et tout de suite, j'étais complètement fasciné par ça. Quand vous avez commencé à tracer vos premières lettres, vous avez senti qu'il se produisait quelque chose, que c'était un peu votre histoire qui commençait? Moi, je me souviens jusqu'à maintenant. Moi, en vous parlant, sincèrement, je l'ai vue. Elle est encore vivante, c'est cette image-là. Ouais. Très, oui. Parce que ma mère, elle est spécialiste dans l'artisanat d'art. Elle-même, elle utilisait le roseau pour fabriquer des objets. Moi, c'est le rapport comment je vis ma mère toujours. Le soir, elle fait tremper le roseau dans l'eau. Le lendemain, elle l'utilisait pour soit tendre, pour transformer avec plusieurs formes des arabesques. Elle fabriquait ses objets. Et là, en voyant les mêmes matières, les mêmes instruments, le roseau, écrire. C'est vraiment, ça m'a fait une approche très poétique en tout cas. Ouais. Mais après ce premier contact, où vous avez compris que finalement, c'était le début d'une longue histoire entre vous et l'écriture et la calligraphie. Il y a eu différentes étapes, j'imagine, parce que là, vous avez 5 ans. C'est rien du tout, parce qu'on ne peut pas savoir. Absolument. En fait, après, à 6 ans, j'ai rentré à l'école primaire, et j'avais 1 an d'avance de connaissance de l'alphabet. Ouais. Et alors que le maître, il a remarqué qu'on a copié des lettres, c'est pas le problème, je n'ai pas copié, j'ai donné une beauté que lui-même, il ne sait pas le faire. Ouais. Parce que la majorité des enseignants, ils ont qu'un contact sur la calligraphie. Ouais. Quelques personnes. Alors, il m'a apprécié, ça m'a donné une présence, une valeur, une confiance en soi, parce que c'est important aussi, quand tu es jeune, enfant, tu ne peux pas savoir. Parce que tu arrives dans une école primaire, entre des enfants qui sont plus visibles, d'autres moins visibles. Moi, j'étais un garçon très timide, très réservé, timide, et j'observe. Et alors, c'est que sur les filles dans la classe, ils ont bien aimé ma manière de faire. Alors, j'ai dit, après tout, si ça attire les femmes, moi, je suis bien. Hein. Il y en a qui choisissent la guitare ou chanteur pour avoir une présence auprès du public féminin. Vous, c'était la calligraphie. Absolument. La calligraphie, c'est un art quand même. Hein, calligraphie, on va revenir. Tout à l'heure, c'est un art très profond. Très profond. Mais il faut aimer les femmes pour comprendre, être calligraphe. Ah oui, vraiment. Ah oui, c'est autre chose. Vous voulez dire qu'il y a une volupté dans le trait, dans les courbes des lettres, qui se rapproche de le rapport aux femmes, le rapport à la séduction aux femmes? Non, plus que ça. En fait, mon papa, il m'a dit, pour connaître la vie, il faut aimer la femme ou les femmes. Ma mère, elle m'a dit, pour être artiste, il faut être femme. Parce que la femme, elle t'invite dans un espace complètement très poétique, très imaginaire, à travers son corps, qu'elle a un corps complètement riche. Parce qu'elle a le courbure, et dans l'architecture, par exemple, art musulman, le courbe, celle qui domine l'angle. Quand le courbe, elle domine, parce que les cercles arrondis, nous, notre naissance, nous sommes nés dans un cercle, dans une ventre très tendre. Et alors, l'espace féminin très riche par lui-même. Alors, il faut aimer les femmes, mais autrement. Moi, j'aime les femmes spirituelles, la femme poétique, la femme quand elle est très féminine. C'est très important, c'est différent. Parce que des fois, moi, j'aime bien regarder les femmes dans la rue, mais une fois, il y a une copine qu'il m'a envoyée vers moi-même. Elle m'a dit, j'ai remarqué, tu ne regardes pas toutes les femmes. J'ai dit, moi, je regarde la beauté que d'autres ne le connaissent pas et j'essaie de le comprendre. En fait, dans la réalité, je ne regarde pas toutes les femmes. On ne peut pas aimer toutes les femmes. On aime les femmes qu'elles t'envoient vers l'autre univers, l'univers sensible, où elle habite les désirs de l'art. Hein. Ouais. Et alors,
je suppose, j'imagine qu'il y a dû avoir des rencontres importantes dans votre carrière de calligraphe. J'emploierai peut-être pas le mot de maître, mais en tout cas de professeurs qui ont compté, de calligraphes que vous avez rencontrés, qui vous ont appris votre art. En fait, c'est un art transmis d'un maître à son disciple. C'est un art très complexe. Il y a un rapport vraiment de maître à disciple. Ah oui. Ouais. En fait, les maîtres, c'est lui qui transmet ses savoirs. En général, c'est basé sur la confiance. Parce que tu ne peux pas rentrer chez lui si tu viens pour voler des idées, pour apprendre et partir comme ça. On n'a pas le droit de les faire. On rentre. Les maîtres, ils sentent ses élèves. Ils sentent que c'est celles qui ont envie d'aller plus loin. Comme c'est un art sacré, on ne joue pas avec les sacrés. On ne peut pas le permettre. Ouais. Alors, il y a un rapport de silence parce que tu rentres, en général, les maîtres, ils t'assoient par terre parce qu'ils te disent qu'il faut être proche de la terre, parce que la terre reflète la mer. Et être proche de la mer, c'est-à-dire proche d'une sérénité autre. Et après, il y a la connaissance de la matière, connaissance de l'encre. L'encre lui-même, elle est spirituelle, en rapport avec la nature. Et la nature, c'est le premier artiste avant nous-mêmes. Et après, la connaissance de l'alphabet autant qu'art. On va revenir plus tard. Et après, il te dit les lettres autant que science, les lettres autant que philosophie. Et là, quand on dit les lettres autant que philosophie, il nous envoie vers la culture du monde et non plus la culture des lettres. Et on dit toujours, avec des lettres, on fait des êtres. Ici, il nous envoie les lettres pour connaître le peuple, l'histoire du peuple. Parce que les écoles dans la calligraphie appartiennent à une région, à un pays. Ouais. C'est pas quelqu'un qui écrit, en fait. On peut connaître lui-même. Et là, on va très loin, ouais. C'est très initiatique comme démarche. C'est presque religieux, c'est très bouddhiste. Il y a un côté universel comme ça. Et bien sûr, parce que l'homme, il a écrit. En fait, l'homme, l'histoire, elle est née avec l'écriture. Ouais. Et l'homme, il ne peut pas aller au-delà. L'écriture, c'est la base essentielle. On communique à travers l'écriture. L'écriture, c'est l'essence même de l'homme. L'homme, il y a deux parties. Il y a le préhistoire, il y a l'histoire. Il a écrit. Moi, j'ai dit, je rentre dans l'histoire. J'écris pas, je ne peux pas rentrer dans l'histoire. Ouais. L'homme qui a écrit l'alphabet, il a écrit une partie de lui-même. À partir de là, elle parle que de lui-même et on écrit qu'une partie de nous-mêmes. Ouais. C'est d'aller au-delà. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi dans la graphologie, quelqu'un qui écrit, on connaissait une partie parce qu'il écrit lui-même. L'homme, il ne peut pas tricher dans l'écriture. Et l'alphabet, elle-même, elle a une sens, elle a une force, comme le corps de l'être humain. Elle cache rien. Tout est visible, entre le visible et l'invisible. Parce que tout ce qui est visible, à la fois il est invisible, mais tout ce qui est invisible, il est visible. Ouais, alors il faut être entre les deux. Ah oui, tout à fait. Vous disiez, le maître disait à ses élèves, on ne triche pas avec le sacré, parce que la calligraphie, c'est de l'art sacré. En quoi est-ce que c'est sacré? Parce que c'est religieux essentiellement? Là, en l'occurrence, musulman? Bien sûr, parce que pour la calligraphie arabe, qui est une de mes spécialités, avant tout, c'est la calligraphie islamique, et la calligraphie, c'est un art qu'on est né pour transmettre les textes sacrés divins. Les textes sacrés, c'est-à-dire du Coran, l'islam. Et à partir de là, les calligraphes, ils copient que des lettres, que des mots. C'est-à-dire, interférant dans le mot, il lui donne une vraie naissance, une puissance physique. Parce que l'homme musulman, il va regarder les lettres, il rentre dans l'abstrait, il va comprendre, c'est marqué Allah, Mohamed, ou le nom de Dieu, ou autre mot, mais quand un rapport complètement spirituel. C'est-à-dire, il rentre en rapport à la fois dans un aspect social, parce que la calligraphie reflète une partie sociale, mais elle reflète une partie du sacré. C'est-à-dire la calligraphie représente le registre de la passée islamique. Et représente parmi les arts majeurs de l'art islamique. Il y a deux arts essentiels dans l'islam, la calligraphie le premier et l'architecture après. Ouais. Alors, la calligraphie passe avant l'architecture. Bien sûr, c'est essentiel. C'est essentiel. Chez un musulman dans le monde, il peut habiter dans un appartement très modéré en Europe, mais juste les calligraphies qui fait la différence. C'est essentiel la calligraphie parce parce que le Dieu il n'est pas représenté physiquement. C'est interdit. Ni Mohamed. Alors c'est les mots qui peuvent remplacer les deux personnes les deux éléments essentiels pour le musulman, même pour le monde entier. C'est exact. Et alors, quelles ont été vos différentes étapes? Le premier maître, par exemple, que vous avez rencontré. En fait, la première chose, moi, quand j'étais au lycée, j'ai copié la calligraphie, j'ai copié dans les journaux parce que les journaux avant aujourd'hui tous presque informatisés, mais avant il y a des calligraphes dans chaque journal. Et certains calligraphes sont plus puissants. Je copiais tous les titres des journaux. J'achète, c'est gratuit parce que j'achète presque pas. Et alors je copiais. C'est un travail permanent. Parce que la calligraphie, ça a minimum 15 ans d'apprentissage. C'est très complexe, très difficile. Quand je vois ce que j'ai fait au début, je garde quelques archives. Je n'ai jamais imaginé d'arriver aujourd'hui, commencer à comprendre déjà une partie des lettres.
Et alors, à partir de là, après, j'ai décidé de venir en France suivre une formation d'architecture intérieure, avant que je décide réellement d'intégrer un atelier de beaux-arts à Gabès. Et là, j'ai eu 3 maîtres. Un maître qui est vraiment lui, il a eu un des maîtres, les derniers maîtres de l'école de Tunis en calligraphie arabe. Ouais. Et moi, je suis son dernier élève. Lui, il a un certain âge, il est encore presque vivant. Je sais pas, on dit presque. J'espère. Parce que je rentre en Tunisie, j'espère cet été de le voir encore. Et c'est les derniers, en fait. Et ça, alors lui, par contre, il a transmis vraiment les vraies valeurs de la calligraphie, ouais. Et un autre, il m'a transmis, lui, il m'a fait aimer les lettres, le corps de la lettre et la science de la lettre. Corps de la lettre et la science de la lettre. Oui, parce que la lettre, elle a une science. C'est-à-dire, elle a une science sacrée, ses origines, son histoire, pourquoi la lettre A reflète l'homme, pourquoi la lettre A reflète la première lettre des mots A comme Allah, A comme amour, pourquoi la lettre A, elle est sacrée chez l'homme, et pourquoi la lettre A, elle reflète l'homme lui-même, en fait, dans sa naissance. Il explique pourquoi le point, c'est essentiel pour l'homme. L'homme, il est né à partir d'un point, et point plus point de naissance au trait, et le trait lui-même, c'est le trait de la calligraphie. Parce que les termes calligraphie, ils n'existaient pas chez les orientaux. C'est l'art des traits, en fait. Bien sûr. Alors, c'est pour cela, on dit maktoub, tout ce qui est écrit. Maktoub, oui. Voilà, quand on dit sur le visage des gens, tout ce qui est écrit, c'est ça, en fait. Et l'homme, il écrit une partie de son visage, de sa main. Il y a les traits, il existe, et tout basé sur c'est l'art des traits. On va revenir sur l'art des traits. Vous disiez, il m'a appris la science des lettres, c'est-à-dire que une lettre n'est pas simplement un son, elle a une histoire, elle a une signification et elle a une puissance. Absolument. Toutes les lettres s'introduisent dans un cercle, comme l'homme. L'homme est dans un cercle. Il vit dans un cercle, c'est la terre. Il est né dans le ventre de manière arrondie et souple. Et la lettre elle-même, elle existe dans un cercle. Les A, c'est les seules lettres qui traversent les cercles, c'est-à-dire sa valeur, elle descend du ciel vers la terre. Elle existe entre ciel et terre. Elle fait les liens entre les deux. Et la lettre B, c'est la lettre de la sagesse. Elle traverse la terre. D'accord. La lettre cosmique, elle reste suspendue. Et par exemple, la lettre N, qu'elle est arrondie, elle-même, ces lettres, elles viennent de l'eau. De tout ce qui est à l'intérieur de l'eau, j'ai dit de l'eau. C'est une lettre invisible. Noun en arabe, comme Nina. Et la lettre M, elle vient de l'eau. Elle, par contre, elle vient de l'idéogramme égyptien. C'est les mêmes symboles qui représentent l'eau. C'est une lettre invisible. Fascinant. Voilà, c'est après, sans rentrer dans les styles, on va venir sur les différents styles. Et c'est très puissant, c'est très impressionnant. Lassane Metoui, une première pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer avec vous à découvrir cet univers fascinant de la calligraphie et de la puissance des lettres. On y reviendra là-dessus parce que vous utilisez toujours ce terme de la puissance des lettres et non pas de la signification des lettres. On y reviendra tout à l'heure, juste après cette pause, toujours en direct depuis Condom, au sein de ce salon du livre ésotérique et philosophique. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Retour au salon du livre ésotérique et philosophique avec l'artiste Lassane Metoui, à qui une exposition est consacrée d'ailleurs de ses calligraphies de textes de Khalil Gibran, extrait du livre Le Prophète. Lassane Metoui, revenons sur cette fascination qu'on est en train de découvrir avec vous, qu'exercent les lettres sur vous. Vraiment, on disait que c'était vraiment un parcours initiatique. Il y a toute une sagesse à apprendre à travers votre art. Après tout, c'est un art qui mène à la sagesse, comme un autre. On a parlé de la signification des lettres. Vous disiez, vous parlez volontiers de la puissance des lettres. Est-ce qu'il y a des lettres que vous avez du mal à apprivoiser parce que elles sont encore, je dirais presque, trop fortes pour vous, peut-être? Oui, il y a une lettre, c'est le plus complexe. C'est la lettre Aïn. Aïn, ça prononce Aïn en arabe, et c'est l'œil. Reflète l'œil. Oui, tout à fait. Alors, quand on reflète l'œil, reflète l'homme. Et chez l'homme, tout ça se passe dans le regard. Et on dit qu'on appelle le leylad. Parce que le leylad, c'est l'espace plutôt ouvert. Comme dit un proverbe, on dit c'est toujours l'œil. C'est le fenêtre ouvert sur soi. Ah oui, l'œil est le reflet de l'âme. Et voilà. Et cette lettre, c'est le plus complexe à faire. J'ai compris que c'est une lettre difficile, mais j'ai appris plus tard sa manière d'être. Elle reste toujours très complexe. Mais une fois, tu as réussi à le faire, c'est un vrai challenge. Pour un calligraphe, tu te dis, waouh, c'est un vrai bonheur.
Ouais. Alors, des fois qui sont difficiles, on triche un petit peu pour donner une force, une présence, parce qu'elle a une présence très complexe, parce que c'est la seule lettre, on commence par juste un angle, à faire un angle dessiné, avant qu'on rentre dans le courbe, le demi-courbe qui est associé à cette lettre, et après de faire les demi-cercles où elle est posée. Ouais. Reflète la moitié de la terre, sa forme et sa force. C'est énorme cette lettre, elle est géante. On voit les lettres arabes, pour ceux qui connaissent l'alphabet arabe, d'une manière complètement différente avec vous. C'est vraiment, on découvre des aspects qu'on ignorait jusqu'à maintenant. Et alors, vous nous parliez de vos maîtres tout à l'heure. Le premier qui vous a appris les fondamentaux, vraiment la base. Le second qui vous a appris la signification et l'histoire de chaque lettre, des mots. Il y en a un autre après? L'autre, il apprend les différents styles, parce qu'en calligraphie arabe, il y a 149 styles. Il y a 4 écoles, les principales écoles. Il y a l'école perse, il y a l'école ottoman, il y a l'école de Bagdad et l'école d'Afrique du Nord. Et dans tout ça, il y a plusieurs styles. Ouais. Alors le problème, tu vas apprendre déjà l'alphabet dans le même style. Après, il faut apprendre il y a 28 lettres en calligraphie arabe, parce qu'il faut apprendre les lettres isolées. Après, il faut apprendre les lettres médianes. Au milieu du mot et à la fin du mot. Et voilà, et les lettres, elles peuvent avoir 4 formes différentes avant qu'elles arrivent de s'installer dans le mot. Tu imagines les différents styles. Alors, vraiment, c'est très, très impressionnant. Et alors, il faut connaître les styles, leur histoire. Et alors, par contre, les écoles, leur aspect philosophique, par exemple, il y a des styles qui sont nés en Afrique du Nord. Ouais. Ces styles reflètent l'histoire des peuples d'Afrique du Nord. Comment ils sont mélangés avec les Romains, ils sont mélangés avec les Phéniciens, avec les Berbères, les Arabes, un style spécifique. Quand on voit, par exemple, en style perse, on voit un style très raffiné, très très fin, reflète les origines de la civilisation persane qui est ancienne, qui est magique, avec les arabesques, parce que la civilisation persane est très très raffinée, pas le même. Ouais. Voilà, c'est civilisations asiatiques, assyriennes. Et après, on trouve certains styles que j'aime le plus, parmi que j'aime aussi, le style turc. Il y a un style qui s'appelle Diwani, c'est un style divan, parce qu'il est né dans le cours chez les Ottomans turcs. C'est un style qui est très dense. Et le style est né dans la même période quand Rumi a inventé le danse d'Arvish Turner. Est-ce qu'il y a un lien parallèle? Je ne sais pas du tout. C'est un style toujours basé sur le courbe, qui est des lettres qui tournent sur elles-mêmes. C'est un style très fascinant, comme les derviches. Et les lettres, elles tournent pareil. Elle a les mêmes symboles, les mêmes sensations. Et ce style-là, moi j'adore. Tout de suite, tous les calligraphes, nous sommes assez fascinés. Et après, il y a un style, il s'appelle style Tulfi, le style le plus complexe, le plus difficile. Il est né dans l'école de Bagdad. Mais quand on voit la complexité de l'Irak aujourd'hui, son histoire, c'est logique, parce que l'Irak, c'est une région où la civilisation humaine est née là-bas. Les jardins suspendus des Babylone, parmi les 7 merveilles du monde. La naissance de l'écriture là-bas, de l'architecture, de la reine de l'amour, Oshtar. Et c'est logique. C'est un pays hors norme dans son histoire. Et après, voilà, c'est tout un voyage philosophique autour de différents styles. C'est ça qui est assez beau dans tout ça. Et après, il y a un autre style, il s'appelle le style des Fassi. Il est né au Maroc, très raffiné, très pointu, très complexe, simple mais difficile. Et ça m'étonne pas, parce que la cuisine marocaine, tellement elle est riche, elle mélange entre le sucré et le salé. Quand je suis allé là-bas, j'ai dit c'est incroyable. Et là, je comprends le style comme il est né. Moi, j'adore aller au Maroc, c'est très beau. Alors, vous me disiez tout à fait au départ de notre conversation, vous m'avez dit comme ça juste vraiment au coin d'une phrase, si j'ose dire, je suis effectivement spécialisé dans la calligraphie arabe. Quand on est comme vous un calligraphe, qu'on manipule les lettres de l'alphabet arabe, on s'intéresse forcément à l'alphabet français, peut-être même à l'alphabet peut-être chinois, enfin aux autres calligraphies, j'imagine. Ouais. Alors, quelles sont celles qui vous ont tenté à un moment ou à un autre? En fait, après, quand je suis installé en France, j'ai de la chance d'apprendre. J'ai appris avec des maîtres en calligraphie latine, presque le plus grand maître contemporain. Au Sculptorium de Toulouse avec M. Harin, maintenant il n'est plus là, mais un des plus grands, lui-même, presque le plus grand maître français de la calligraphie. Et lui-même, il a pris Medivilla, une référence en calligraphie, Jean Larcher et d'autres. C'est leur maître. Moi, j'ai travaillé avec lui, j'ai beaucoup de chance. Et Jean Larcher aussi, que j'aime, à la fois c'est un ami et un de mes profs des calligraphies latines. Après, j'ai intéressé un petit peu à la calligraphie tibétaine, parce que j'étais fasciné par le bouddhisme,
et par tout ce qui se passe autour, Ouais. et aussi par la calligraphie chinoise. Parce qu'entre autres, pourquoi la calligraphie chinoise? Parce qu'au niveau philosophique, c'est le plus proche par rapport à la calligraphie arabe. Et là, vous avez été invité en Chine pour une exposition. On en reparlera tout à l'heure. Je suppose que vous êtes allé voir, vous êtes intéressé. Moi vous j'étais êtes regardé. fasciné par la Et puis, civilisation chinoise. Leur regard à eux sur votre calligraphie arabe, ça aussi, c'est intéressant. C'est très magique. On en parlera tout à l'heure. Mais par exemple, parlons de ce que l'on connaît bien, la calligraphie latine, puisque c'est les lettres latines qu'on utilise, comme vous le dites fort justement. Est-ce que c'est plus pauvre? Parce que moi j'ai l'impression que les lettres arabes ont tellement d'arrondis, de points, de traits, de courbes, qu'elles paraissent plus riches pour un calligraphe que la lettre française, latine, A, B. Ça semble un peu moins riche. En fait, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. C'est vrai. Parce que la calligraphie arabe, c'est essentiel pour la culture islamique. Que la calligraphie latine, elle est utilisée souvent par des moines pour le sacré. Et aussi, c'est un art sacré. Tout à fait. Alors, la calligraphie après latine est utilisée dans les écoles avant l'arrivée des stylos. Et ça reste un art très, très beau, très rythmique, basé sur le plein et les déliés. C'est un art que j'aime énormément. Et je trouve autant de plaisir quand je fais l'un ou l'autre. Ouais. Légèrement, l'avantage à la calligraphie latine, c'est un art très philosophique. Et ça dépasse au-delà. Parce que l'alphabet arabe, elle dit, moi je suis l'être libre, vous me donnez ma liberté, et quand je prends ma liberté, j'occupe l'espace avec fierté. Ça, c'est la philosophie de la calligraphie arabe et la philosophie de la culture arabe, parce que les Arabes, c'est un peuple nomade, attention, semi-nomade et nomade. Les gens qui ont rapport avec les déserts, avec la poésie. Alors, ça reflète cette partie-là, même aujourd'hui, avec toutes les crises qui existent, mais ça ne cache pas les Arabes, c'est le grand poète, hein. Ils adorent la poésie, le voyage, ils aiment les femmes, l'architecture. C'est un des peuples les grands vivants pour moi, parce que je le rends hommage, parce que si on comprend l'histoire, faut pas oublier, les 4 prophètes, ils sont grandis dans une région moyen-orientale, entre l'Égypte, la Palestine, l'Arabie et le monde persan. C'est une région très riche, tout ça. C'est assez impressionnant. Et je pense, l'homme toujours complémentaire de tout ça. Et la calligraphie latine, par exemple, il y a un style qui s'appelle la chancelleresca, elle est née en Italie, mais c'est un moine anglais qui l'a inventé pour transmettre encore les textes sacrés. Non, la calligraphie, il est beau par lui-même. En tant qu'humainement parlant, c'est très beau. Alors, parlons maintenant du trait, du geste. Il y a votre bras, donc j'imagine que derrière le bras, il doit y avoir peut-être une concentration, il doit y avoir un travail intérieur avant de tracer la lettre, j'imagine, et il y a l'outil, l'instrument que vous utilisez. Alors, on va commencer par l'outil, l'instrument. Qu'est-ce que vous utilisez pour écrire, pour mettre en espace comme ça ces mots que vous choisissez? En fait, l'instrument, c'est les calams. Alors, les calams, c'est le roseau, c'est le ça? roseau, c'est une plume de roseau. Depuis l'âge de 5 ans, vous n'avez pas changé? Ah non, elle n'a jamais changé depuis X temps. Quand on dit X temps, j'explique, c'est très simple. Les calams, elles viennent de mon calamus, de mon latin calamus, que donne les calams. Et les calams, à la traduction, c'est une plume de roseau. Alors, les calams, elle est plus que sacrée, 2 fois sacrée. Elle est considérée, ou on considère que les calams, c'est le clé de l'art et de l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'écriture, elle est née avec les calams. En fait, les premières, c'est lui qui a inventé l'écriture qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Elle a utilisé une tablette d'argile. Mais elle a utilisé les calams comme support. Elle a utilisé le point pour le calcul et l'angle pour écrire une écriture complètement abstraite et qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Elle vient du mot clou. Ils ont forme de clou en fait. D'accord. En grec, qui donne qu'on appelle l'écriture cunéiforme. C'est la première écriture inventée par l'homme en Irak, vers 3000, à peu près 3500 avant la naissance de Christ. Et à partir de là, l'instrument, elle est devenue sacrée. Et déjà, parmi les premiers styles dans la culture calligraphique, elle est née en Irak aussi. C'est bizarre, hein? Mais c'est très marrant. En Irak, il faut attendre à tout. C'est des gens qui font l'histoire. Même avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais ça rend dans l'histoire, malheureusement, c'est triste, mais c'est une région très riche par elle-même. Et donc, le kalam, vous travaillez avec toujours ce même instrument? Toujours. Pour la calligraphie arabe, on ne peut pas faire autrement qu'avec l'instrument sacré. Comme pour le chinois, avec les pinceaux. Parce que le kalam donne naissance au pinceau pour le chinois. C'est l'instrument de base. Elle est utilisée par l'Égyptien pour les hiéroglyphes, pour la peinture. Et après, elle est utilisée après, à travers les Arabes, quand ils sont arrivés en Espagne, ils ont pénétré l'instrument qui donne naissance aux plumes d'oie pour les Occidentaux
après au plume métallique, après au stylo, après à l'ordinateur. Ouais. Alors voilà, elle est sacrée dans toute ses sens. Ouais. C'est le premier instrument utilisé en Europe pour les arts. Oui. À part les mains de l'homme qui laissent des empreintes. Ça, c'était Oui. avant l'écriture. Avant l'écriture. C'était avant l'écriture. Mais c'est une écriture aussi. Ah, tout à fait, tout Ah à ouais, fait. c'est ça. Mais alors, dites-moi, Alassane Metoui, lorsque vous utilisez le calame, est-ce que vous travaillez, enfin, est-ce que vous préparez votre calame? Est-ce que c'est vous qui vous le fabriquez, vous l'achetez? Les calames, en fait, c'est plus que ça. Le calligraphe, il devient sculpteur. Il va chercher les calames. Plutôt, c'est une plume de roseau, parce que le plume de roseau, c'est le bambou. Ouais. Le terme le plus connu pour le grand public. Le bambou, c'est une plante qui pousse entre ciel et terre. Ouais. C'est une plante libre. Elle pousse partout dans le monde. On dit le bambou reflète l'intégralité de l'homme et les plantes les plus proches de l'homme. Parce que le bambou, elle a besoin de vent, c'est-à-dire c'est le souffle de l'homme. Ouais. Le vent, elle le pousse tous les jours pour grandir. Même elle plie deux fois, mais avec le soleil, elle se remet. Ouais. Elle a besoin de l'eau pour exister et le soleil pour lui donner l'énergie et la lumière nécessaires. Le bambou, toujours, son cœur, il est vide. Et dans la tradition calligraphique, toujours il faut vider son cœur avant de commencer à calligraphier. Parce que la préparation physique et psychique, c'est essentiel. Comme c'est un art basé sur la concentration totale, Ouais. il faut être très proche de l'instrument. D'accord. Avoir le cœur vide comme le bambou. Ah oui, autrement on ne peut pas aller très loin. Ouais. D'accord. Ah, c'est fascinant ça. Et alors, une fois que vous avez votre calame en main, il y a une préparation. D'abord, le choix du mot, le choix du mot ou de la lettre que vous allez écrire ou dessiner. Je ne sais plus quel terme il faut emprunter finalement. Calligraphier, on va dire. Ça se passe comment? Vous choisissez un texte, c'est quelque chose qui vous inspire. Là, par exemple, pour les phrases de Khalil Gibran que vous avez reprises, extrait de son livre Le Prophète. Quels sont les passages? Ça se passe comment, le choix des passages? En fait, en philosophie, c'est que j'ai appris, c'est bien d'avoir l'esprit synthétique. Ça, c'est Descartes. Ouais. C'est Descartes, non, c'est Descartes, je me trompe Oui, pas. oui. Voilà, qu'il développe l'esprit synthétique. Et c'est très important de prendre les phrases essentielles, à la fois courtes, mais ils ont une valeur et une puissance. Ouais. Et là, à partir de là, Khalil Gibran, moi j'adore, parce que ces textes, parce que c'est universel, parce que Khalil Gibran, elle est connue par le grand public, et Le Prophète, c'est le livre le plus vendu dans le monde avec Saint-Exupéry. Bien sûr. Mais on dit toujours c'est un livre à lire une fois dans sa vie. Oui. Et essentiel. Alors, quand on lit le texte de Khalil Gibran, il m'invite de comprendre le monde et d'être proche de l'homme. Déjà, avec Khalil Gibran, on comprend son souffle. On comprend ce qu'est l'amour, pourquoi il existe, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'amour. Et moi, j'essaie de prendre les textes les plus beaux, les plus poétiques, qu'ils me touchent le plus et que les gens ils se retrouvent en même temps. Mais c'est magique avec Khalil Gibran. Moi, j'adore. Parce que j'ai aimé Khalil Gibran avec la chanteuse libanaise Fayrouz. Oui, Fayrouz, très grande chanteuse. Oh là là. Ouais. Et à partir de là, quand Fayrouz elle a chanté Khalil Gibran, donne-moi l'énaille, le flûte et chante. Là, vraiment, tu vois, le flûte, toujours, c'est les mêmes. Le flûte aussi, c'est le bambou aussi. Hein. Ouais. Et c'est le premier instrument inventé pour l'homme, musicalement parlant. Ouais. Et l'homme, on dit, il a jeté son souffle dans le bambou. Et comme ça, la mélodie, il est né. Hein. Toujours, dit Khalil Gibran, c'est lui qui chante la mélodie de notre silence. Il peut nous retrouver sur notre chemin. Ouais. Alassane Metoui, une pause, on se retrouve encore dans quelques instants. J'aimerais revenir sur l'instant où vous écrivez. Qu'est-ce qui se passe en vous pour que ça puisse produire la forme que vous désirez à l'extérieur, que votre poignet suive ce que vous avez envie de refléter avec votre esprit. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Alassane Metoui est mon invité ici en direct depuis le Salon du Livre ésotérique et philosophique à Condom. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre dès demain. Le salon ouvre à 9h jusqu'à 19h pour découvrir son exposition. Et puis, j'ai appris qu'il sera également présent, cette exposition et lui-même, il me semble, sans trahir un secret, peut-être au salon de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Ce sera aux alentours de la mi-novembre, mais là, on aura l'occasion d'en reparler, je l'espère, Lassad. Alors, parlons de le processus de création. C'est toujours un instant magique, assez particulier, qui appartient que à l'artiste, évidemment. Qu'est-ce qui se passe en vous avant de tracer un mot? Là, ce moment-là, vous savez, cette espèce de... Ouais, c'est...
Mais en fait, toujours on rentre dans un espace blanc, sur un support blanc, ou quel soit le support. Le plus complexe est trouver l'idée, l'imagination basée sur l'imagination et sur la réflexion. Des fois, la réflexion, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et on imagine, pour une création, quand je suis en face d'une feuille blanche, il faut le remplir. Et la feuille blanche, elle a une sensibilité complètement masculine par rapport à l'encre qui lui-même plus au féminin. Alors, on a un espace à la fois très viril, très difficile à gérer. Alors, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, pour venir s'imposer sur un espace blanc, souvent je travaille avec l'encre noire, on l'imagine dans un aspect classique. Ouais. Et bien sûr, j'introduis le couleur. Alors, l'encre noire, c'est l'encre au féminin qui représente la terre, parce qu'elle vient de la terre. Et c'est un espace, c'est une encre très fragile, parce qu'elle peut s'éclater, elle peut faire n'importe quoi sur un espace. Alors, vraiment, elle a besoin de la maîtrise. Alors, la maîtrise basée sur le geste. Alors, les calligraphes, ils deviennent danseurs. Il y a une forme plus de geste spatial. Ouais. Ouais. Et basé sur l'énergie, et à la fois énergétique. Alors, les arabesques, celle qui va dominer l'espace, on imagine ça un espace, je fais des mouvements proches des lettres, après j'interviens avec deux mots ou une phrase, introduire, et après le collage à l'intérieur, technique aquarelle pour créer une création calligraphique, on imagine. Ouais. Mais toujours, c'est pour moi le moment le plus complexe, hein, parce que des fois, quand je travaille sur un projet d'un livre, on imagine... ça demande beaucoup de temps, beaucoup de souffrance quand il n'a pas l'idée. Une souffrance de ouf, on peut dire ça. Ah oui, vraiment. Ouf. Oui, de ouf parce que c'est basé sur le souffle. Ouais. Et le souffle, c'est l'esprit en grec, parce que les gens disent c'est important de comprendre son souffle. Et là, beaucoup de souffrance. Des fois, c'est jusqu'à la limite de la folie, parce que quand il n'a pas d'idée, tu marches, tu sors, tu n'arrives pas à dormir. Et des fois, les idées peuvent venir à 4h, 5h du matin, il faut être disponible avec son âme et son corps. C'est pour moi, c'est un douleur hors norme. Ouais. Et je comprends qu'une femme, quand elle a envie d'accoucher, ou un douleur basé dans la zone orange, le ventre, l'estomac, tout. C'est troublant, très troublant. Ouais. Mais une fois tu es inspiré, là, vraiment beaucoup de bonheur qui s'installe. Et tu ne vois pas le temps passer. Par contre, le temps, il n'est pas calculé chez l'artiste. Pour cela, si on revient dans l'histoire de l'art, souvent, l'artiste, il est barbu, tout ça. Les gens, disent pourquoi. Et en fait, le temps, il passe très, très vite. On n'a pas notion de temps, en fait. Ouais. Tu vois, comme le oud, la musique orientale, on dit, parce que le oud qui donne le sens aux guitares, il y a plein d'autres instruments. Parce que le oud de 2 siècles avant naissance de Christ. Et le oud, c'est l'instrument le plus complexe aujourd'hui à apprendre, parce qu'il a le 3/4 de temps au niveau musical. Et que les guitares, on peut faire que demi-temps ou plus facile. Ouais. Et pareil, chez l'artiste, il a cette sensibilité-là. Il habite dans un espace sensible. Et très complexe, mais très dangereux par contre. Très dangereux. Ouais. Les gens ils viennent consommer un tableau. Léonard de Vinci, quand il a fait la Joconde, c'est 5 ans de travail derrière lui. Et on donne son corps, son âme, on donne tout. On ne devient plus nous-mêmes en fait dans la réalité. Vivre avec un artiste, c'est très beau. On rentre dans un espace, beaucoup de rêverie. Mais un artiste, il est fou dans quelque part. Mais c'est que, oui, parce que moi je l'ai dit, je permets de dire, mais c'est très complexe. Ouais. Beaucoup de richesse en soi, certes. Mais c'est impressionnant. Lassane Metoui, vous revenez d'un voyage au Japon, en Chine, où vous avez été invité en tant qu'artiste pour exposer là-bas. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on les consacre à vos sensations d'abord et le regard que les Chinois ont porté sur la calligraphie que vous leur avez fait découvrir. Parce que la calligraphie chinoise est célébrissime, évidemment. Donc, leur regard sur votre travail. En fait, avant d'aller en Chine, moi j'ai fait une spécialité à l'école du Louvre dans la civilisation d'Extrême-Orient, chinoise, japonaise, sur l'art, qu'il soit pictural ou calligraphique, et je suis vraiment fasciné par cette culture. Et alors quand je suis arrivé là-bas, et là tu sens, tu arrives dans notre culture, comme quelqu'un qui arrive en Afrique, il arrive en Europe. Les gens vont trop vite, ils disent jamais bonjour, ils sont pas souriants, mais encore tu arrives là-bas encore plus. Les Chinois ils sont réservés, ils parlaient pas beaucoup de silence, mais je suis allé à la ville de Shanghai en chinois, la ville sur la mer, et les gens le vont à 300 à l'heure. Alors le contact pour moi c'était difficile mais très facile, dans le sens j'étais très ouvert, et j'étais déjà très motivé. Déjà pour l'aller 12 heures d'avion, mais je l'ai pas senti parce que j'étais très motivé d'aller, et je suis revenu avec beaucoup d'énergie.
Et alors la calligraphie, le contact, elle était très beau. Ça plaît beaucoup. J'ai réalisé les plus grandes performances au monde. C'est-à-dire, ils m'ont fabriqué un pinceau qui fait 1 mètre de largeur. Et j'ai réalisé une performance hors norme. J'ai bâti mon propre record. Qu'on parle de record, parce que ce départ, c'est un jeu. 1 mètre de largeur. Ouais, et 30 mètres de longueur pour les performances, ouais. Oh, c'était magique, 30 000 à la télé là-bas. Quand la télé là-bas, elle est regardée pas par 1 million ou 2 millions, parce qu'il y a toujours la presse qui parle des pourcentages des fans. C'est 150 millions, c'est Attends, énorme. Juste 500 millions de personnes. Ouais. Ah ouais, tout est là-bas hors norme. Ouais. Et la conférence de presse, parce que j'ai participé dans le cadre de la Nuit Blanche à Shanghai, il y avait 120 journalistes. Là-bas, ils sont motivés, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Pour te dire, juste pour les gens qui vont à Shanghai en travail, 80% de Français, ils finissent par leur contrat. Et beaucoup de couples divorcent là-bas parce que les femmes chinoises sont très très belles. Alors je vous conseille juste attention, faut pas aller en couple là-bas. Et c'est très important, mais il faut aller avec son cœur. Par contre, il y a beaucoup d'Européens qui profitent parce que, mais d'autres, c'est bien d'aller avec son cœur parce que c'est une civilisation très magique. Et on mange très très bien. Par contre, la bouffe en Chine, c'est très bon, c'est très beau, comme la cuisine marocaine aussi, parmi les grandes cuisines du monde. Là-bas, je sais pas, aux Chinois en France, s'il vous plaît, faites-nous une cuisine comme en Chine là-bas. Parce que là, ici, j'ai rien compris. Et maintenant, j'ai bien compris qu'ils me disent, mes amis, la cuisine chinoise, elle est énorme, mais je vous dis, c'est grandiose. Ouais. Il y a un sociologue qui a travaillé sur le sujet, un Français qui arrive en Chine, 1 an après 10 kilos, il prend 10 kilos par an. Je vous assure. Hein. Tous mes copains qui sont allés depuis 1 an. Toi. Ah non. Mais c'est incroyable, valable pour tout le monde. Hein. C'est un sexologue américain qui a fait un travail sur les séjours des Européens aux Américains là-bas. C'est incroyable. On mange très très bien. C'est une grande culture. Il faut aller voir. Ça coûte pas très cher le billet d'avion aujourd'hui. Mais surtout aller avec son cœur parce que c'est important. Parce que la pollution elle est énorme là-bas. Il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, ils font travailler les Chinois à tout prix. Des gens, ils travaillent beaucoup. Mais il faut protéger la planète, par contre. Moi, ça me fait peur. Tout va très vite là-bas. Ils sont à 300 à l'heure. La construction. À Shanghai, a priori, je suis pas sûr, 200 chantiers qui ouvrent par jour. Il y a 3 plus grandes grilles du monde. Aujourd'hui, il y en a 2 en Chine. Et il y a l'autre où? À Dubaï. La ville hors norme. C'est impressionnant. Hein. Merci beaucoup en tout cas Alassane Metoui de nous avoir accordé ces quelques minutes d'interview et puis à découvrir donc votre exposition ici à Condom au Salon du Livre Ésotérique. Absolument. Et puis un ouvrage de vous qui va sortir aux éditions Très Daniel, ce sera au mois de septembre je crois. Oui, septembre. Hein, septembre. Les 7 cités de l'amour, ça vous correspond bien je trouve. Oh, moi j'aime bien, c'est un livre moi, l'amour c'est essentiel dans ma vie. On l'a bien compris. Mes parents m'ont appris l'amour, il faut aimer l'autre pour comprendre quelque chose sur soi-même. Avec l'amour, tu peux aller partout dans le monde entier. À partir de là, tout va bien. Et il y a des gens, ils pensent avec l'argent pour construire beaucoup de choses, mais on ne peut rien faire avec l'argent. L'amour, c'est essentiel. J'invite les gens d'aller vers l'amour, essayer de trouver l'amour, il existe partout, et il faut qu'il habite à l'intérieur de soi avant qu'il soit ailleurs. Merci beaucoup Lassane. C'est moi. À très bientôt. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Ichil, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, avant de discuter de mandala, de ce que ça représente, de comment vous êtes venu à vous intéresser au mandala, première question, la signification de votre nom, Ichil, qui s'écrit I-X-I-L, hein, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est basque, ça veut dire silence. C'est très joli, voilà. Très joli. Pourquoi avoir choisi justement ce... J'adore le silence. Ouais. Ça tombe mal pour la radio. Oui, je préfère justement ne pas parler, mais bon. C'est vrai. Ouais. Et l'intérêt pour les mandalas, c'est arrivé quand? Eh bien, je ne me souviens pas exactement. Moi, j'ai toujours été intéressée par les mandalas. Je ne sais pas pourquoi. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'apprenne comment on construit un mandala. Ouais. Donc j'ai eu la chance de rencontrer une Sri Lankaise qui m'a donné, on va dire, la structure de base. Parce qu'on peut imaginer que ça se fait comme ça, et c'est faux. C'est vraiment construit sur une base géométrique et symétrique. Ouais. Ceci dit, on peut l'améliorer ou déborder, se laisser aller, hein, mais... Mais il y a des lois qui régissent le mandala. Il y a des lois de base à respecter. Par exemple, au Tibet, il y a des moines qui étudient toute leur vie
la symbolique du mandala, qui étudie la géométrie sacrée, les couleurs et qui font leurs propres pigments avant de pouvoir avoir l'autorisation de construire un mandala. Ah oui, avant de... Ah oui. Ils étudient toute leur vie. D'accord. Ouais. Alors, vous nous avez dit, vous nous avez parlé de structure géométrique. Oui. Il faut que ce soit rond tout le temps. Alors, déjà, le mandala en lui-même vient du sanskrit qui veut dire cercle. D'accord. Cercle. Ouais. Et le cercle, c'est aussi une boucle. Et la base de toute chose est un cercle, en fait. La cellule humaine, si on démarre de là, est un cercle. La vie est un cercle. Les cycles sont des cercles. Ouais. Et en principe, un mandala démarre par un cercle. D'accord. Et s'inscrit dans un cercle. Pas toujours. Alors, il peut aussi être composé avec d'autres figures géométriques, mais le centre est un cercle. D'accord. Ouais. Alors, ça, c'est la base. Oui. Et ensuite, il y a différentes... Alors, il y a des lignes, il y a des triangles, il y a des carrés qui s'imbriquent. Ouais. Il y a toute une construction après. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas un modèle. L'artiste, non. En tant qu'artiste, vous... Alors, il n'y a pas de modèle, justement. Il n'y a pas de modèle. Et l'intérêt du mandala, c'est que il sert à ressortir notre intérieur. Donc moi, quand je commence un mandala, je ne sais jamais ce qu'il va donner. Jamais. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de modèle, c'est impossible. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Donc, si vous voulez, le départ, c'est le centre du cercle. Ouais. C'est notre intérieur qui s'ouvre petit à petit vers l'extérieur. Ouais. Et il y a vraiment, ça laisse un très grand champ d'action à tous les artistes parce que justement, on travaille la matière, la couleur, la géométrie, et c'est un reflet de soi. Ouais. Et je dois dire qu'un mandala, une fois qu'il est fait, il est mort, mais il n'est plus. On passe à autre chose. Il a rempli son œuvre. Il a rempli son œuvre. Ça représente ce qu'on est au moment où on le fait. Mais pas forcément ce qu'on sera l'instant d'après. Ça explique un peu ces images parce qu'on a tous les uns et les autres vu des moines assis en tailleur avec, vous savez, du sable en train de faire des mandalas somptueux, des dessins très compliqués, complexes, avec de belles couleurs, enfin une harmonie fabuleuse. Alors, et une fois qu'il est fait, tchac, d'un coup de main. Alors voilà, les Tibétains, d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils arrivent à faire un mandala à plusieurs personnes en synchronisme total. Ça, c'est ahurissant parce qu'on n'a pas tous le même schéma dans nos gestes et dans nos dessins. Ils y arrivent. Et ensuite, ils se servent de ces mandalas pour faire des rituels. Donc c'est des hommages, c'est des prières, et ensuite ils les détruisent avec le vent pour rappeler le caractère éphémère des choses. Voilà. Et les Amérindiens utilisent aussi des mandalas de sable avec une symbolique amérindienne bien spécifique, et ils s'en servent pour soigner le corps humain de leurs patients. Ils allongent leurs patients sur des mandalas qui sont au préalable construits spécifiquement pour la personne en question. Et vous avez en Occident, chez nous, des lithothérapeutes notamment, qui travaillent avec des mandalas de minéraux sur le corps humain pour harmoniser les chakras et faire circuler les énergies et les déblocages. Mais ça, c'est pas d'origine historique. En revanche, chez les Amérindiens, ils ont une véritable tradition enracinée. C'est dans leur culture. Je pensais que les mandalas étaient exclusivement réservés aux bouddhistes, aux tibétains. Mais vous savez que même dans la culture judéo-chrétienne, etc., le mandala, il se retrouve regardez par exemple la cathédrale de Chartres, ce superbe labyrinthe en mandala au milieu de la cathédrale. C'est un mandala. Les rosas, ce sont des mandalas. Je pense que le mandala est intimement lié à l'être humain. C'est un moyen de communication avec d'autres plans, avec le cosmique et avec soi-même. Mais alors, vous nous avez dit tout à l'heure, quand j'ai fini un mandala, enfin une œuvre donc, en ce qui vous concerne, ça y est, il est fait. Il est terminé. Je passe à autre chose. Pour moi, l'instantané de moi-même que j'ai fait, puisque c'est de ça dont il s'agit à peu près, est terminé, je le mets de côté. Mais vous le commencez quand ?
Quand j'en ai envie. Voilà, c'est ça le moment de alors tiens, c'est là, voilà, c'était très curieux justement. C'est là où on se découvre un peu. Ça reflète beaucoup nos états d'âme sur le moment quand on les fait. Moi, des fois, il se trouve que j'ai une très très grosse envie de faire un mandala, soit parce que je traverse une période de tension ou n'importe. Il peut très bien se faire en une journée, voire une nuit, parce que je travaille pas mal la nuit. Et il y a d'autres mandalas que je peux mettre 15 jours à faire. Ça dépend aussi si je suis dans une phase où j'ai besoin de beaucoup de symbolique, ou si c'est une phase où je travaille surtout la couleur. Et je ne me pose pas de questions en fait, parce que c'est moi et je fais ce que je ressens et ce que j'ai besoin de faire sur le moment. C'est vraiment pour ça qu'un mandala, ça, c'est très très personnel, ça ne peut pas refléter quelqu'un d'autre. J'ai entendu souvent des personnes qui m'ont demandé de faire des mandalas sur commande par rapport à la personnalité de telle ou telle personne. Je sais qu'il y en a qui le font. Moi, en ce qui me concerne, je me méfie tellement du pouvoir de suggestion qu'une personne peut avoir sur une autre. Je leur réponds, si un mandala vous plaît, il est pour vous. Je n'ai pas besoin de vous en faire un à votre image. S'il vous plaît, il est pour vous. Tout simplement. Ou alors apprendre à la personne à faire des mandalas à ce moment-là. Je dois dire que, à la limite, ce serait l'idéal. Voilà. Je dois dire que tout le monde est en capacité de faire un mandala. À quelque niveau que ce soit et avec quelques matériaux que ce soit. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Il est vrai que quand on a des besoins artistiques en plus, on va dire qu'on l'embellit avec des techniques, d'accord. Mais on peut vraiment le faire avec tout. On peut le faire. Les enfants les font spontanément, les mandalas. Ils ne réfléchissent pas, ils font un mandala. Point. Ça peut se faire au crayon, ça peut se faire à la peinture, ça peut se faire avec de la terre. Il y a des jardins à la française et à l'anglaise qui sont faits avec des mandalas. Je veux dire, il faut oser se livrer comme ça et c'est à la portée de tout le monde. Et je dois dire qu'une personne qui a envie de faire un mandala, si vous lui expliquez la structure de base, elle va très très vite évoluer toute seule. Elle n'a pas besoin de 36 000 leçons. Est-ce qu'il faut être, puisqu'on en est dans la phase d'apprentissage, dire aux gens, essayez vous-même, est-ce qu'il faut être un grand dessinateur, un super peintre? Pas du tout, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Moi quand je dis ça, ça fait sourire et on me dit attends, c'est facile, toi tu les fais, ils sont beaux. Mais les premiers que j'ai commencé étaient désastreux. Désastreux. J'avais l'impression de me retrouver en classe avec des enfants de 6 ans. Je me suis dit, c'est pas possible que je puisse faire des pâtés pareils, c'est d'une laideur. Et puis je me suis dit, ce pâté, c'est moi, peut-être que ton pâté, il va changer un jour. Et il change. Et même moi, quand je revois d'anciens mandalas, c'est pas les mêmes. Et je sais que j'en ferai d'autres encore plus beaux plus tard, parce que j'ai des projets de faire mes propres pigments naturels. Parce que je crois beaucoup en la vibration d'un mandala. Moi, je sais que sur mes mandalas, je mets des mantras. Je leur fais écouter de la musique. Alors, attendez, parce que là, on commence à rentrer dans un univers que je possède pas trop, et donc je commence un peu à m'y perdre. Alors, d'abord, mandala, on va donner la définition d'un mandala. C'est une peinture, c'est une prière, les deux, mon colonel. C'est aussi une méditation, puisque quand vous faites un mandala, vous êtes fortement concentré. L'extérieur, il n'existe pas. Vous êtes absolument sur votre création. Donc, on peut appeler ça en fait comme on veut. Moi, je pense que la prière, la méditation, c'est pas très loin. C'est un recentrage, on va dire. C'est de toute façon d'ordre spirituel. Oui. Au sens large du terme, je parle. Je pense évidemment. que oui, mais on pourrait dire que toutes les choses de la vie quotidienne sont spirituelles aussi. Donc, c'est très bouddhiste, c'est ça, oui. Je sais pas. Tout à fait. En revanche, vous avez parlé de mantra. Oui. Alors c'est quoi? Mantra, c'est un son, je crois, non? C'est ça? Le mantra, c'est un son. Je pense que nous sommes entourés de vibrations, que ce soit par le sol, par les astres, par les couleurs, par les ondes de forme. Donc, il est évident que les mandalas contiennent tout ça. Ils contiennent les ondes de forme, ils contiennent les symboles qui ont leur propre vibration. Il y a la couleur qui a sa propre vibration. Il y a notre propre énergie qui se transforme en vibration quand on crée un mandala. Et on peut en rajouter.
On peut rajouter des vibrations du son telles que le bol tibétain ou une belle musique. Moi, généralement, quand je fais mes mandalas, je mets des musiques qui me correspondent, très calmes, etc. Et les mantras, pour en imprégner votre toile, votre mandala. Et donc, j'utilise aussi des mantras. Ouais. Donc, ce qui fait que vous avez, je suppose, vécu l'expérience peut-être plusieurs fois. Quand vous accrochez vos toiles au Simèze, dans une galerie, vous observez la réaction de ceux et celles qui rentrent et qui découvrent les toiles. Et là, il se passe quoi? Alors, c'est toujours très curieux parce que selon les personnes, ils vont s'orienter systématiquement vers une ou vers l'autre. Ils vont regarder les autres, puis ils reviennent toujours vers la même. Donc, c'est certainement qu'ils sont attirés par la vibration de cette toile-là particulièrement. Est-ce qu'il y a une... comment dirais-je parce que quand on rentre dans une galerie d'art classique, je dirais figuratif ou abstrait, on est toujours attiré par peut-être une toile plus que d'autres. Je dirais, c'est classique. Mais est-ce que vous sentez que la relation est d'un ordre différent? Oui, les gens s'interrogent. Ils voudraient qu'on leur traduise par des mots ce qu'eux-mêmes ressentent. Et ça, c'est pas possible. Et la seule chose qu'on peut leur dire, faut que ce soit simple. Il vous plaît, c'est comme ça. Ils vibrent pour vous, ils vibrent au niveau de vos ils sont accordés à vos vibrations, on va dire. Je ne sais pas comment m'exprimer. Ce sont simplement des énergies qui se rencontrent. Pour conclure, Ichil, est-ce que les couleurs ont évidemment ont une importance fondamentale dans le mandala, absolument. Mais est-ce que le vert symbolise quelque chose, le rouge autre chose, ou alors non, c'est le raccord les unes aux autres qui est important? Non, les couleurs ont des symboles. Les couleurs relient souvent à peut-être des caractères de certaines personnes, des affinités, mais aussi, vous savez que les couleurs agissent sur le corps humain. Au niveau des chakras, au niveau du mental, à tous les niveaux. Rien que notre aura est rempli de couleurs. Donc, on ne peut pas toujours expliquer le rapport qu'on a avec telle couleur. On constate souvent chez des personnes que quelquefois on a envie de voir du orange, d'autres fois on a envie de voir du bleu. C'est pas un hasard. Enfin, je veux dire, c'est pas codé. Le vert représente, je sais pas moi, l'espérance, le rouge, la vie, le blanc, la paix. Des choses comme ça. On peut. Par exemple, je vais vous parler du noir. Très brièvement, beaucoup de personnes ont une aversion pour le noir, alors que le noir, c'est l'absence de tout et la présence de tout. C'est le passage. C'est le néant et c'est le moment où il va y avoir la création. Le noir est une très belle couleur. C'est une absence de couleur, mais si on parle de couleur, c'en est une. C'est une promesse également de couleur. On peut tout voir, oui. Donc, il n'y a pas de négativité dans les couleurs, de toute manière. Le vert, il suffit de regarder la nature. Le vert, c'est le renouveau, c'est l'espoir, c'est le rouge, c'est le feu intérieur, c'est la force, c'est le bleu, c'est le calme, c'est aussi l'océan, c'est aussi l'infini. Donc, ce qui fait que vos mandalas vont évoluer sans cesse, finalement. Complètement. Ils vont vous suivre, quoi. Ça va vraiment être parallèle. Je suis en train d'en construire un, et quand je le regarde, je me dis, où est-ce que tu vas, là? J'en sais rien. Il est complètement déstructuré. J'ai l'impression que je suis en train d'exploser. Ça, il n'y a plus de limite. Alors, je me laisse faire. Et comme je vous dis, on parlait de la vibration de la couleur. Je pense que la matière aussi a une vibration, et ma grande envie est de fabriquer des pigments historiques et de rechercher des pigments typiques de ma région. C'est-à-dire ça? Donc vous êtes du Pays Basque, on l'a bien compris. Voilà, Alors les pigments sont fabriqués souvent à base de minéraux, de végétaux. C'est-à-dire avec le mortier, je pile, je prépare. Il y a des préparations. C'est faire tout de A à Z. Voilà, je suis novice encore dans ce domaine. Là, je dois rencontrer une personne qui fait ça déjà depuis très très longtemps. Et là, déjà, l'éclat n'est pas le même, la couleur n'a pas le même rendu. Vous pouvez améliorer la texture, la rendre plus brillante, vous pouvez faire vos propres mélanges. Et ça, c'est encore plus personnel, c'est encore plus vous et votre terroir qui ressort dans ce que vous faites.
Et vous avez parlé de vibration, ce que vous appelez vous notion de vibration, donc de ressenti. Oui. Vous pensez que ça ira encore plus loin si vous prenez carrément la pierre ou le végétal et que vous l'amenez à arriver sur une toile. Oui, parce que les peintures que j'utilise actuellement sont quand même des peintures synthétiques. Oui, industrielles. Et le synthétique ne peut jamais donner le même éclat que le naturel, c'est impossible. Quand vous regardez des couleurs, par exemple, qu'il y a en Amérique du Sud, qui sont fabriquées avec des cochenilles, vous ne trouverez jamais ces couleurs-là ailleurs, c'est impossible. Ouais. J'ai vu des mandalas sud-américains, ne serait-ce que les calendriers aztèques avec des couleurs, ces bleus turquoise, qui sont fabriqués avec la turquoise de cette région-là, qui n'aura pas le même turquoise que le turquoise qui vient de Chine. Tout à fait. Ouais. Et vous avez deux turquoises qui sont des turquoises, mais qui n'ont pas les mêmes vibrations. Ouais. Je comprends. Et vous avez dit, je suis en train de construire un mandala. Vous n'employez pas le terme de peindre? Oui, c'est de la peinture, mais avant tout, c'est une construction. C'est une construction. Il y a une base et on évolue autour de cette base. Vous dessinez et vous peignez ensuite. Vous ça mettez dépend. La couleur après. Ça dépend. Ça aussi. Voilà. Quand je suis en période très géométrique, je me fais toute ma géométrie en premier. Mais quand je suis plus dans le mouvement et dans la couleur, je fais tout au fur et à mesure. Et je m'amuse à faire des cercles à main levée, ce qui est faramineux. Je découvre des capacités comme ça et je m'étonne. Votre exposition, donc, c'est ici à Condom. Oui. Demain encore toute la journée, on pourra vous découvrir et vous exposer dans le Pays Basque en règle générale. Oui. Hein? Oui. Une librairie en particulier, un lieu en particulier où on vous retrouve assez souvent? Là, je sors d'une exposition de Mauléon. Là, je vais en refaire une autre qui est un festival des peintures sur Mauléon aussi. Là, je vais exposer à Biarritz tout le mois de juillet à la librairie à Bras-le-Cœur. Parce que ce sont souvent les personnes qui fréquentent les librairies ésotériques et philosophiques sont souvent très attirées par les mandalas. Ouais. Et puis prochainement, je sais pas, Vous vous laissez le temps de découvrir au fur et à mesure. Et on se reverra quand vous aurez fini d'apprendre à faire vos textures, vos peintures, pour découvrir ces nouveaux mandalas avec leurs nouveaux éclats en tout cas. Merci beaucoup Ichil. Merci à vous. À bientôt. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Éric Sablé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous au téléphone. Vous serez ici au Salon du Livre ésotérique et philosophique de Condom demain, toute la journée, avec une conférence demain après-midi à 14h, donc dans le cloître de Condom, sur le tantrisme et les chakras. C'est vrai que lorsque l'on prononce ces deux termes, ça éveille tout de suite évidemment beaucoup de questions, sûrement beaucoup d'erreurs ou de préjugés, puisque avec vous on va commencer par essayer de comprendre ce qu'est le tantrisme et ensuite les chakras. Alors le tantrisme, évidemment, vous le savez, on pense tout de suite à sexualité particulière, une voie un petit peu particulière pour arriver à l'illumination. Oui. Et en ce qui concerne les chakras, tout le monde en a entendu parler. On ne sait pas trop à quoi ça sert, comment ça fonctionne, d'où cela vient. Alors, on va commencer par le tantrisme et puis peut-être commencer par tordre le cou à cette idée reçue. Oui, parce que effectivement, le tantrisme est loin d'être une voie exclusivement une utilisation du sexe à des fins mystiques. Le tantrisme, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui imprègne complètement l'hindouisme et qui, historiquement, vient certainement des anciens cultes de la mer qui étaient pratiqués par les peuples dravidiens qui occupaient l'Inde avant les invasions indo-européennes. Ouais. Voilà, donc, et finalement, c'est une perspective particulière. C'est comme ça que je pense que qu'on peut la définir le plus précisément possible, mais qui, comme je vous le dis, imprègne quasiment la totalité de l'hindouisme actuellement. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que le préjugé le laisse entendre, bien entendu. Voilà, c'est très très vaste. Alors, il y a une origine
les tantriques donnent pour expliquer l'origine justement des tantras. Cette origine mythique est assez jolie, je trouve. Ils disent que c'est un sage qui s'appelle Matsyendra et qui un jour a surpris une conversation entre Shiva et son épouse, et que c'est cette conversation qu'il avait surpris entre Shiva et son épouse qui est à l'origine des textes tantriques. Ouais. Voilà, ça c'est l'origine en quelque sorte mythique que les tantriques donnent pour expliquer l'origine du tantrisme. Ouais, c'est très poétique en tout cas. Voilà, et ça montre justement aussi, c'est quelque chose aussi, c'est une histoire qui est symbolique, puisque ça montre déjà l'importance de la déesse, l'importance de l'épouse de Shiva, et ça montre justement aussi cette relation, puisqu'on explique la naissance de l'univers dans le tantrisme par justement une relation entre le principe masculin, Shiva, et justement le principe féminin, la Shakti, en quelque sorte. Donc, c'est en quelque sorte une expression de cette relation qui est créatrice de l'univers. Ouais, c'est très universel ce que vous êtes en train de nous dire là finalement. Oui, parce qu'effectivement, on retrouve ça. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Il y a des orientalistes qui ont remarqué que exactement à la même époque, à l'époque justement où naissait le tantrisme en Inde, il y avait parallèlement en Occident toutes les sectes gnostiques qui sont finalement très proches dans leur mythologie, dans leur fonctionnement du tantra. Donc il y a vraiment une analogie entre la tradition, on peut dire magico-mystique occidentale et les tantras. Ouais. Alors, expliquez-nous maintenant quels sont les fondements du tantrisme. Qu'est-ce qu'il enseigne exactement? Alors, ce que l'on peut dire, on peut dire qu'il s'articule, le tantrisme s'articule autour de quelques clés, de quelques concepts clés. Ouais. Je crois que le premier concept clé, c'est l'importance du gourou dans la voie tantrique. C'est-à-dire avoir un maître, un guide. Voilà, avoir un maître, ça c'est fondamental dans le tantrisme. C'est-à-dire qu'à la limite, que l'on fasse partie d'une congrégation religieuse n'a pas d'importance, mais l'important, c'est d'avoir un maître, parce qu'on dit que cette voie est tellement dangereuse que justement un maître est nécessaire. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est que les tantriques disent que l'on vit actuellement dans l'âge sombre, dans ce qu'on appelle en Inde le Kali Yuga, l'âge noir. Parce que vous savez qu'ils divisent le monde en différentes périodes, et que nous vivons une période qui est la plus difficile, qui est le Kali Yuga, et que dans le Kali Yuga, la seule voie qui peut se pratiquer est précisément la voie tantrique, puisque la voie tantrique consiste à utiliser tous les éléments négatifs justement du Kali Yuga, de l'ère de Kali, pour les rendre positifs, pour les transmuer en quelque sorte. Ouais. Voilà. Les poisons en quelque sorte doivent être transmués en nectar. C'est-à-dire donc, le plomb qui est adapté au Kali Yuga. Le plomb en or, quoi, transformer le plomb en or. Transformer le plomb en or. Ouais. Mais c'est une voie rapide, c'est une voie dangereuse, donc un gourou est nécessaire. Et alors, comment est-ce qu'on peut, vous qui êtes allé très très souvent donc en Inde, comment est-ce qu'on peut reconnaître son maître et le maître reconnaître le disciple? Parce que ça va dans les deux sens, j'imagine. Tout à fait. Eh bien, on compare ça exactement à une rencontre amoureuse. On dit que la rencontre entre le maître et son disciple, ou le disciple et son maître, est analogiquement semblable à celle que l'on fait avec la femme que l'on aime, en quelque sorte. Ouais. Donc, il y a une espèce de prédestination qui fait que le maître reconnaît son disciple, le disciple reconnaît son maître. D'accord. Ouais. Et alors, là, vous nous avez dit que, selon le tantrisme, nous étions dans la période noire, la période du Kali Yuga, c'est ça? Oui, tout à fait. A-t-on une idée de quand elle s'arrête, cette période? Parce que finalement, ça peut nous offrir une perspective peut-être plus intéressante. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé exactement. Ouais. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir, puisqu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va commencer, mais ça fait quand même longtemps qu'elle a commencé. Mais il y a des sous-périodes, enfin, tout ça, c'est assez complexe, c'est toutes les notions de cycle qui n'appartiennent pas particulièrement non plus au tantrisme, qui appartiennent à l'hindouisme en général. C'est ce qu'on appelle la théorie, toutes les manvantara, c'est-à-dire les grands cycles cosmiques, quoi. Ouais. Voilà. Alors, quels sont les autres concepts clés donc du tantrisme? Alors, il y a le deuxième concept
clé, on peut dire, c'est l'initiation. C'est-à-dire qu'il est absolument indispensable, une fois que l'on a rencontré son gourou, de passer par une initiation. Et on compare justement cette initiation à la transmission d'une flamme. On dit exactement, quand on veut allumer une bougie, on utilise une autre flamme pour allumer une nouvelle flamme. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe entre le maître et son disciple. C'est-à-dire que le maître transmet en quelque sorte cette flamme à son disciple. Donc, et ça, c'est à travers ce que l'on appelle une initiation, c'est-à-dire une cérémonie particulière, qui dure d'ailleurs plusieurs jours parfois, où déjà le maître transmet au disciple la déesse ou la déité, la divinité particulière qui correspond au disciple et le mantra qui lui correspond. Voilà. Et donc le disciple ensuite adorera cette divinité et récitera ce mantra, mais il faut auparavant qu'ils aient été vivifiés par le maître. Voilà, c'est exactement comme c'est ce que René Guénon appelle une influence spirituelle. Là, il a tout à fait raison. C'est vraiment, il faut qu'il y ait la transmission de cette influence spirituelle qui est, comme je vous l'ai dit, comme une flamme qui se transmet. Est-ce qu'il y a différents degrés d'initiation, je veux dire, premier degré, deuxième degré, troisième degré, ou il n'y a qu'une seule initiation et point? Eh bien, ça dépend des doctrines. Mais dans le tantrisme, il y a plusieurs initiations. Dans le bouddhisme tibétain, dans le Vajrayana, le tantrisme tibétain, il y a 4 initiations. C'est-à-dire qu'il y a des initiations qui correspondent à des étapes sur la voie du disciple. Mais l'initiation la plus importante est évidemment la première. C'est l'initiation qui est en quelque sorte une espèce de passation de pouvoir entre le maître et le disciple. Et il n'y a pas d'âge requis pour passer ces initiations. Tout dépend de la valeur de l'individu, j'imagine. Exactement. L'âge n'a aucune importance. Il y a des disciples qui sont très très jeunes, qui peuvent avoir 16 ans. Il peut y avoir des disciples qui ont 75 ans. Non, l'âge n'a strictement aucune importance. Alors, vous nous avez dit donc le gourou. Deuxième concept clé, l'initiation. Oui. Et ensuite? Ensuite, il y a le mantra qui est très important. Alors, c'est quoi un mantra? Alors, le mantra, c'est une parole, on peut dire, mystique ou magique, ou les deux, c'est-à-dire qu'il y a des mantras magiques et il y a des mantras mystiques. C'est parce qu'on considère dans le tantrisme que la totalité de l'univers est son. Et donc, lorsque l'on récite un certain son particulier qui correspond à une divinité particulière, on s'approprie en quelque sorte cette divinité qui représente un certain pouvoir d'action dans l'univers, une certaine énergie si l'on veut. Donc, et tout ça parce que c'est sous-tendu par une doctrine extrêmement complexe et extrêmement subtile, justement, qui est développée dans certains textes, qui justement montre comment tous les aspects de l'univers sont des variations d'un son unique, du bindu en quelque sorte, de cette espèce de point germe qui s'est différencié et qui a donné la totalité en se différenciant, qui a donné la totalité de l'univers. Voilà. Et alors, ce son, enfin, je vais peut-être dire une bêtise, mais on entend communément parler du son Om. Vous savez, ce Om, comme ça. Tout à fait. Ça, c'est un mantra, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est un mantra, et c'est même, on dit que c'est le bija mantra, c'est le mantra à partir duquel tous les autres mantras sont. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et même, il y a des choses assez étonnantes. Par exemple, on dit que dans le bouddhisme tantrique, on dit que la Prajnaparamita, qui est un texte fondamental du bouddhisme tantrique, qui est un texte qui est énorme, lui-même peut se résumer dans un tout petit volume. Ce petit volume peut se résumer dans une petite phrase, et cette phrase elle-même peut se résumer dans la syllabe pram. C'est-à-dire que si l'on récite pram, eh bien, à ce moment-là, on s'assimile la totalité de cet énorme livre qu'est la Prajnaparamita. Ah, c'est étonnant, ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a donc une espèce de mantra particulier, même à un texte sacré, en quelque sorte. Oui. Et alors, chaque maître donc donne à son disciple un mantra qu'il va utiliser tout au long de sa vie ou de sa vie d'étudiant, en tout cas. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il va le réciter, le vivifier, c'est-à-dire que le maître lui a transmis ce mantra. C'est-à-dire qu'un mantra qui est pris dans un livre n'a aucun pouvoir. Ça sert strictement à rien.
Il faut absolument et impérativement qu'il ait été transmis par un maître. Ouais. C'est simplement comme ça qu'il pourra être, c'est comme un germe qui était donné par le maître, et ce germe doit être vivifié. Et le disciple vivifie en le récitant. La pratique en quelque sorte des mantras consiste à le réciter d'une certaine façon, avec ça c'est le son exact du mantra a été aussi transmis par le maître, et ce germe est vivifié progressivement, et donc il acquiert tout son pouvoir. Mais s'il n'a pas été transmis par le maître, c'est comme un germe mort. Il ne pourra pas justement être vivifié et être pousser, et grandir, voilà, et grandir, comme un arbre. Ouais. Et alors, le disciple qui a ce mantra le récite lors de prières uniquement. Voilà, il le récite au cours de certaines cérémonies, et l'on peut dire que le quatrième point important dans la pratique du tantra, c'est le rituel que l'on appelle la puja. Qui est, alors là il y en a des variétés extrêmement importantes, mais c'est quelque chose d'essentiel. Et ça consiste très souvent dans les tantrismes à adorer un aspect de la déesse. Voilà, et on doit, par exemple, s'il s'agit de la déesse Durga, on doit la visualiser de façon très précise. Cette visualisation, cette imagination en quelque sorte de la déesse doit correspondre à l'iconographie de la déesse, ça ne doit pas être une imagination fantaisiste. Et on doit réciter aussi le mantra, et on doit, en quelque sorte, ça c'est très important, à un moment donné, s'incorporer cette déesse. C'est-à-dire que dans le tantrisme, on dit, il y a un adage du tantrique qui dit que l'on ne peut adorer un dieu que si l'on devient soi-même un dieu. Donc il faut devenir soi-même cette déesse, et c'est simplement comme ça que l'on pourra l'adorer réellement. Et que, en quelque sorte, le pouvoir de la déesse sera incorporé par le disciple. Très bien. Donc, mais les pujas sont assez complexes, c'est des rituels assez complexes. Ouais, j'imagine. Éric Sablé, nous allons nous accorder une pause et on va se retrouver ensemble dans quelques minutes, toujours en direct ici depuis le salon du livre ésotérique et philosophique de Condom, dans ce magnifique cloître qui est silencieux maintenant, puisque le cloître réouvrira et le salon réouvrira ses portes demain matin dès 9h, et vous présenterez votre conférence donc sur le tantrisme et les chakras. À partir de 14h, vous serez présent tout au long de la journée pour rencontrer votre public et signer vos différents ouvrages. Éric Sablé, dans quelques minutes, on va aborder les chakras avec évidemment une multitude de questions qui se bousculent dans mon esprit et dans l'esprit de ceux et celles qui nous écoutent d'ailleurs. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Éric Sablé sera ici au Salon du Livre ésotérique et philosophique de Condom dans le Gers demain tout au long de la journée pour une rencontre avec ses lecteurs et évidemment pour présenter une conférence à 14h. Ce sera donc le tantrisme et les chakras. Alors, Éric Sablé, vous nous avez défini rapidement tout à l'heure ce qu'est le tantrisme. Pour les chakras, qui est la deuxième partie de notre conversation ce soir, les chakras, tout le monde, ou quasiment tout le monde, en a entendu parler. On sait que ce sont des points d'énergie, on ne sait pas trop, qu'on a sur le corps. Il y en a un nombre limité. On ne sait pas trop à quoi ça sert. On sait bien que si ça fonctionne pas, ça peut influer sur le corps, etc. Enfin, donc, essayez de nous faire un cours, une vulgarisation, voilà, de ce qu'est ou de ce que sont les chakras, car il y en a plusieurs, hein. Oui. Alors les chakras, d'abord, on peut peut-être voir un peu ce que veut dire déjà le mot chakra. Oui, tout à fait. Alors chakra, ça veut dire tout simplement roue. C'est exactement, en tibétain c'est korlo, donc chakra ou korlo en tibétain, ça veut dire roue, parce que justement ce sont des centres d'énergie qui se trouvent situés sur le corps, dans le corps, mais pas dans le corps physique. Ils ont une répercussion sur le corps physique, mais ils se trouvent en quelque sorte dans un corps subtil qui est parallèle au corps physique. Et d'après les voyants, les visionnaires, enfin les gens qui les voient ou qui ont la possibilité de les ressentir ou de les percevoir, ils ont effectivement l'aspect de roue qui tourne, de roue en mouvement en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on les appelle des chakras, donc des roues. Oui, c'est très ancien comme concept ça. Hein, C'est très ancien. Et allô ? Oui. C'est très ancien
et on les retrouve justement même dans les Yoga Sutras déjà, il y a quelques notions relatives justement à ces chakras, mais ils ont été vraiment codifiés par le tantrisme. Oui. Mais on les retrouve aussi, par exemple, dans l'islam, sous le nom de latifa. On le retrouve dans le bouddhisme tibétain, comme je le disais. On les retrouve même en Occident aussi, dans un traité de Gichtel qui décrit très exactement, enfin, il y a des petites images qui dans ce traité-là, qui s'appelle Theosophia Practica, et il y a des petites images où on voit les chakras qui correspondent très exactement aux chakras hindous. Oui, mais alors, dites-moi, Éric Sablé, si il y a comme ça des résurgences des chakras ou des latifas ou enfin, je ne sais pas comment on l'a appelé, cet occidental qui en a parlé dans son livre, c'est que là, je prends un raisonnement purement scientifique. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'il y a quelque chose comme ça. Quand une idée germe, un concept germe comme ça dans différentes cultures, sans qu'il y ait de corrélation entre elles, c'est que, bah oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Absolument. Ça veut dire qu'il y a une réalité. Il y a une réalité des chakras, et je pense que c'est l'origine des chakras. Ce sont des êtres qui ont le pouvoir justement de percevoir ces centres de force. Ouais. Et que donc ensuite on a théorisé à partir justement de cette vision. Mais à l'origine, il est évident pour moi que c'est une perception, c'est une vision. Ouais. Alors, le chakra, donc, ça veut dire roue. Oui. Vous nous l'avez appris, et il se situe sur le corps, un corps subtil, comme vous nous l'avez dit. Oui. À quel point? Alors, il y en a plusieurs. Il y a même des chakras, parce qu'il y a des chakras majeurs et puis il y a des chakras mineurs. D'accord. Alors, les chakras majeurs sont en principe au nombre de 7. Il y en a un, le premier, qui est tout à fait à la base de la colonne vertébrale. Au périnée, c'est ça à peu près? Voilà, à peu près. Ouais. Et c'est là, on dit que se situe, il s'appelle Muladhara, et c'est là, on dit que se situe la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie, en quelque sorte, l'énergie primordiale qui est endormie dans ce chakra-là, à la base donc de la colonne vertébrale. Oui. On peut dire que c'est la terre, enfin vraiment Exactement. Le socle, c'est ça. Voilà, exactement. Il correspond à la terre, parce que les 4 premiers chakras correspondent aux 4 éléments. Donc c'est important. D'accord. Donc nous avons 7 chakras. Les 4 premiers correspondent aux 4 éléments, et les 3 derniers correspondent donc aux 3 principes. Voilà. Très bien. Alors, remontons. Donc le premier se situe au niveau du périnée, au fondement. Voilà, alors ça c'est là que demeure la Kundalini. Donc cette Kundalini qui peut s'éveiller de façon sauvage en quelque sorte, ou de façon maîtrisée, précisément dans le tantrisme. Le tantrisme vise à éveiller par des exercices de pranayama, c'est-à-dire des exercices de contrôle du souffle, par des mantras, par des visualisations, éveiller cette Kundalini. Mais elle peut aussi s'éveiller de façon sauvage. Et ceux qui s'intéressent à la parapsychologie savent qu'il y a des cas de combustion spontanée du corps. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Oui. Eh bien, c'est précisément des gens qui brûlent carrément de l'intérieur, mais qui brûlent physiquement. Eh bien, précisément, c'est un éveil, on peut dire, sauvage de la Kundalini. Ah bon, les tantriques, c'est comme ça que l'on dit, hein. Oui. Avance cette hypothèse pour expliquer les cas de combustion spontanée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils pensent que ces cas de combustion spontanée qui existent, il y a même des photos, si vous êtes intéressé au sujet. Oui, tout à fait. Il y a des photos de ça. Oui. Eh bien, c'est un éveil sauvage de la Kundalini, c'est-à-dire que brusquement, il y a cette énergie qui est considérée comme un feu qui s'éveille, mais qui a un aspect physique. Et j'ai par exemple une amie qui m'a raconté comment elle, brusquement, un jour, elle a ressenti précisément comme une flamme, et elle a regardé autour d'elle parce qu'elle croyait qu'elle était brûlée par quelque chose. Et puis pas du tout, il n'y avait pas de feu extérieur, c'était précisément un feu intérieur, ce feu de la Kundalini qui était en elle et qui s'éveillait de façon sauvage. Et puis ça s'est éteint, et puis ça s'est plus jamais vraiment éveillé, mais chez certaines personnes, justement, ça s'enflamme réellement, et ça peut entraîner même une combustion physique du corps. Donc c'est quelque chose vraiment de très très puissant. C'est pas du tout simplement au niveau de l'imagination ou du mental. C'est ça qu'il faut bien comprendre, C'est quelque chose qui peut avoir des répercussions physiques extrêmement puissantes. Ah
Si on parle de combustion spontanée, des gens sont décédés à la suite de ce genre de phénomène. Bien sûr, tout à fait. Donc c'est une hypothèse à creuser que je ne connaissais pas, voyez-vous, c'est intéressant, très bien. Donc alors, on en est toujours à ce premier chakra, là où réside la Kundalini, donc cette énergie. Le deuxième chakra primordial, puisqu'il y en a 7 en tout, se situe où? Alors le deuxième se situe au niveau du sexe. Oui. C'est le chakra qui est lié donc. Alors là, après la terre vient l'eau. L'eau. Donc c'est un chakra qui est lié aussi. Alors il y a toutes sortes d'analogies avec le sens du goût par exemple, avec certains mantras, avec certaines lettres donc de l'alphabet sanskrit. Ce chakra s'appelle Svadhisthana. Il y a le troisième chakra qui se situe à peu près au niveau du nombril, qui s'appelle Manipura. Qui lui symbolise l'air, j'imagine? Non, alors là c'est le feu. Le feu. Il est lié au feu, oui, il est lié au mantra du feu. Il est lié à un certain prana, c'est-à-dire un certain souffle particulier. Il est lié aussi au sens de la vue. Et puis il y a donc le quatrième chakra qui correspond donc à l'air, qui s'appelle Anahata, et qui lui correspond au sens du toucher. Et qui se situe où, lui, physiquement? Comment? Qui se situe où physiquement? Et qui se situe au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Voilà, au niveau Très du bien. cœur. Ouais. Donc, c'est l'air. D'accord. Là, et qui correspond aussi à une figure particulière, c'est-à-dire au sceau de Salomon. C'est-à-dire les deux triangles, vous savez, entrelacés. Oui, d'accord. C'est celui parce que on dit que c'est le lieu où les énergies qui viennent du cosmos et les énergies qui viennent de la Terre se rencontrent dans ce chakra du cœur. Donc c'est vraiment le chakra central, quoi, le pivot voilà, en quelque exactement. sorte. C'est un chakra central. Oui. Voilà, Très un chakra bien. qui est très important. Oui. Et alors les trois autres qui représentent les trois principes, donc après les 4 éléments. Oui. Alors il y a le chakra qui correspond à la gorge, qui est Vishuddha. C'est le chakra laryngé en quelque sorte. Oui. Et là, il correspond à l'éther, on dit, c'est-à-dire à l'éther, à l'espace, à ce qui est à l'origine dans la cosmologie indienne. On dit que les 4 éléments sont issus justement d'Akasha, c'est-à-dire de l'éther. Or, ce chakra-là, précisément, correspond à l'éther. Très bien. Donc là, la gorge, l'éther. La gorge, oui, c'est ça. Il est en relation avec le son, évidemment, on dit, certains. Bien sûr. Donc le 6e chakra, c'est celui qui est entre les deux sourcils. Ce qu'on appelle le 3e œil, c'est ça? Voilà, c'est exactement, c'est le 3e œil. En sanskrit, ça s'appelle Ajna. On dit même que son mantra est le Om, précisément. Donc c'est un chakra aussi très très important et qui est beaucoup utilisé dans les méditations en Inde. Et puis enfin, il y a le 7e chakra qui se situe au sommet de la tête et qui s'appelle le Sahasrara. Et voilà, qui est le dernier chakra, qui est un chakra qui est déjà un pont avec les états au-delà, en quelque sorte, des états corporels. Hors du corps. Et donc, vous nous avez dit que si ces chakras ne fonctionnent... D'abord, pourquoi est-ce qu'un chakra ne fonctionnerait pas bien, selon cette croyance tantrique? Non, ça c'est pas vraiment le tantrisme s'occupe pas très bien. Ça c'est c'est secondaire selon vous, c'est pas. Non, parce que oui, ça vient plutôt des interprétations occidentales qui ont été faites à partir parce que il y a, disons, à partir de la théosophie, on s'est un peu emparé de ces chakras. Notamment, il y a eu Leadbeater qui a écrit un livre sur les chakras, qui se disait voyant et qui a écrit un livre là-dessus et qui interprète les chakras tout à fait à sa façon. Et à partir de cet enseignement théosophique, notamment de Leadbeater, il y a eu beaucoup d'occidentaux qui ont commencé, il faut bien dire, un peu à délirer sur les chakras. Donc souvent ça n'a pas grand-chose à voir avec l'enseignement tantrique à propos des chakras. Donc effectivement, on a mis ça en relation avec les glandes endocrines, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, et qui est intéressant même, mais on a pas mal déliré. Et le tantrisme ne s'occupe pas tellement de savoir si les chakras fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Il s'occupe surtout d'éveil spirituel. Donc d'éveiller la Kundalini et de faire
Kundalini à travers les différents chakras. Et on dit qu'à chaque chakra qui s'éveille correspond à un certain nombre de pouvoirs. Alors à partir de là, il y a les Occidentaux qui ont interprété ça à leur façon et qui ont dit par exemple que quand un chakra fonctionnait mal, par exemple le chakra du nombril qui fonctionne mal, ça a une incidence effectivement sur la digestion. Donc on essaye justement d'éveiller ce chakra-là quand il y a une mauvaise digestion pour justement arriver à une bonne digestion. Mais on est très très loin justement, là on est plutôt dans le New Age, on est très très loin du tantrisme originel en quelque sorte. Pour ce qui ne veut pas dire que c'est faux, mais simplement c'est tout à fait une autre vision des choses, c'est une vision médicale parce que les Occidentaux adorent tout ce qui soigne. Très bien. Donc le but de l'adepte, du disciple qui va sur la voie tantrique, c'est d'éveiller donc tous ces chakras, de faire remonter cette puissance qui est la Kundalini, c'est ça? Tout à fait. Pour arriver à quoi? L'illumination, comme dans toutes les religions finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que justement l'univers est une sorte d'involution, c'est-à-dire que le monde s'est créé. Allô? Oui, parce que parfois il y a des petites coupures. Alors le monde s'est créé comme ça par une espèce d'involution où la Kundalini gît endormie à la base de la colonne vertébrale et tout consiste à éveiller cette déesse Kundalini et à la faire passer. C'est une puissance prodigieuse et cette puissance prodigieuse grâce déjà évidemment au gourou, à la présence du gourou, on la fait passer à travers les différents chakras successivement et à chaque chakra correspond des pouvoirs particuliers précis et ensuite elle arrive donc au dernier chakra, au 7e chakra, où elle s'unit en quelque sorte à Shiva. Ça ressemble beaucoup cette Kundalini endormie, cette déesse endormie, un peu à la Belle au bois dormant. Ah, tout à fait, c'est très intéressant. Le parallèle est étonnant, hein? C'est très étonnant, effectivement, c'est très juste ce que vous dites. Oui, tout à fait. Il y a une sorte, le prince comme ça qui va batailler, traverser différentes épreuves, etc., jusqu'à arriver à la princesse endormie qu'il va réveiller. C'est tout à fait juste, oui. C'est un parallèle étonnant. Vous n'y avez pas pensé ça avant? Non, pas spécialement, mais ce que vous dites, ça correspond tout à fait, c'est très juste. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose à creuser. Voilà, exactement. Oui, de toute façon, il y a beaucoup de mythes tantriques qui expliquent aussi ce genre. Oui, qui sont très proches de ça. Et ça montre encore l'universalité de cette idée, de ce concept, quoi. C'est ça qui est intéressant. Oui, on retrouve ça partout. C'est très intéressant. Et certainement, il y a des gens qui ont eu des éveils sauvages de la Kundalini en Occident, c'est évident. Éric Sablé, en tout cas, ça a été un réel plaisir encore de discuter avec vous et j'invite ceux et celles qui nous écoutent ce soir à venir vous écouter pour votre conférence donc ici à Condom dans le Gers demain dans le cadre du salon du livre ésotérique et philosophique dans ce magnifique cloître. Donc la conférence est à 14h, vous serez là toute la journée bien entendu pour discuter avec vos lecteurs et puis dans quelques minutes nous allons passer avec Nicole Buisson, auteur d'un roman historique intitulé La légende des légendes, publié aux éditions d'Hervy. Nous allons parler du Baphomet, qui serait une idole qu'auraient adoré les Templiers. Et là, on va basculer dans l'énigme historique. Ça va être passionnant. Merci beaucoup, Éric Sablé. Merci à vous. Et à demain à Condom, évidemment. À demain. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Nicole Buisson-Joanneau, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de venir nous rejoindre ici dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Vous êtes l'auteur d'un roman paru aux éditions d'Hervy qui s'intitule La légende des légendes et le sous-titre est Mémoire d'un Baphomet. Alors, vous avez fait l'école du Louvre, vous êtes archéologue, vous avez découvert des sites dans différents points de l'Europe. D'abord, j'aimerais savoir quel a été votre cheminement qui vous a donné envie de vous intéresser comme ça à l'histoire de l'Europe occidentale et
l'histoire de la planète, évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et à aller creuser comme ça, à aller fouiller, à aller découvrir des sites. Qu'est-ce qui vous a poussé sur ce chemin-là? Alors, je vais vous donner une grande première, parce que d'habitude, je ne le dis pas. Ah, je suis ravi alors. Alors, depuis toujours, j'avais envie de devenir sculpteur. Oui. J'ai saisi une occasion pour le faire, une opportunité. Et puis, je suis sortie du monde du travail et je me suis mis carrément à la sculpture. Or, comme tout de suite, ça ressemblait à de la sculpture de la période classique, quand j'ai fait mes expositions, on m'a même critiqué en disant « Pourquoi vous copiez les Grecs ?» Alors, pour mieux m'informer, j'ai commencé l'école du Louvre, comme c'est précisé sur la 4e de couverture. J'ai étudié toutes les périodes. Finalement. C'était un compliment. Sauf que ce jour-là, il a voulu tout casser. Le gars était un peu nerveux. C'est pas très grave. C'était une exposition à Saint-Germain-en-Laye. Mais enfin, bon, j'ai fait avec. Et donc, je suis allée à l'école du Louvre étudier ce qu'il y a derrière. J'ai découvert carrément la période classique, période de Périclès. Je me suis beaucoup plus intéressée. J'ai senti qu'effectivement, en ce qui me concerne, il y avait vraiment quelque chose qui parlait. À tel point, c'est qu'un jour, quand j'avais fait le buste du dénommé Critias, Critias disent les conservateurs du Louvre. Or, l'écriture est pas bonne. Eh bien, je suis entrée carrément dans sa vie et dans son histoire. Donc, période grecque, période de Périclès, avec toute la période Hippocrate, etc. Platon. Enfin, vous voyez le cheminement. À partir de là, j'ai voulu absolument découvrir quelque chose parce que son histoire me disait qu'il y avait quelque chose à découvrir dans son pays où il avait été grec d'origine, mais il était à Éphèse, où il a vécu à Éphèse. Je suis partie à Éphèse. J'ai découvert un site archéologique. J'ai travaillé avec le directeur du musée d'Éphèse. Ensuite, après ça, il y a eu quelques émissions radio, etc., des articles dans les journaux. J'ai fait mon cheminement, j'ai continué. Et ça a remonté. Je suis allée jusqu'en Égypte. Puisqu'entre-temps, j'avais étudié les écritures anciennes parce que je cherchais un cheminement à travers les écritures. La sculpture ne me suffisait pas. À travers, à la limite, vous voyez, les sites, j'abandonnais presque. C'est un enfant qui a découvert le cadeau, il s'intéresse plus, et puis voilà, on le laisse aux autres. Chacun son travail, en fin de compte, vous savez. Moi, je suis un découvreur, un inventeur de sites. Je ne suis pas l'archéologue en titre qui veut vraiment... Alors, donc, je suis retournée à l'école du Louvre, hébreu carré, arabéen, supérien, hiéroglyphe, et surtout l'Égypte. Je suis partie dans cette même idée de passion et d'instinct. Et je ne veux pas employer le mot ésotériste parce que pour moi c'est quelque chose de vrai. Et donc je trouve que c'est tellement galvaudé que j'ai envie de jouer avec ce que nous sommes, c'est-à-dire instinct, tout simplement, envie et passion. Donc à partir de là, je suis partie en Égypte. J'avais une amie qui habitait Grasse, qui était carrément concernée par ce genre de choses et m'a rencontré sur l'exposition à Saint-Germain-en-Laye et on a mis au point un voyage pour l'Égypte. Comme entre-temps j'avais fait aussi des fouilles en Irlande du Nord, j'avais pu rencontrer le président du Conseil de l'Europe. J'ai fait des amis au Conseil de l'Europe. Ils m'ont recommandé au président Moubarak. Et j'ai été reçue. Mais ça marche jamais parce qu'il y a toute une liste administrative à respecter. Tout un ordre. Vous devez y aller en tant que. Oui, c'est très structuré, très hiérarchisé. Absolument. Et c'est très long. C'est très long. Donc on perd des années, des mois dans l'espoir. Il faut nourrir pas son imagination, mais son temps et continuer à vivre. Donc c'est pour ça que j'allais un peu à droite, à gauche dans tout. Mais j'ai fini par. Alors donc j'ai trouvé un site en Égypte. Et puis, avec mon ami, on a été très bien reçus, très accueillis. On gênait tout le monde. Parce que quand on arrivait quelque part, on avait la carte du secrétaire de Moubarak. C'était pas très... ça n'empêche que j'ai obtenu ce que je voulais. Mais avec le respect du site, on n'a pas pu ouvrir... J'ai trouvé l'entrée d'une sépulture. On n'a pas pu ouvrir cette sépulture parce que le côté administratif était très compliqué. C'était en 89. Et c'était très compliqué. 3 changements de directeur, sans être passé partout, même si je connaissais le responsable de l'ambassade, du consulat, etc., les rencontres, les gens, mais il faut
tous les papiers. Donc c'est pas possible. Je suis revenue et puis je me suis intéressée encore à d'autres sites. Après je me suis dit c'est beaucoup plus près. J'avais compris l'histoire du fameux Baphomet avec une origine de nom égyptienne qui n'a rien à voir avec Mahomet, tout ce qui a été dit tout autour. J'ai fait ma démarche perso. Ouais. J'ai pas eu envie d'être, j'ai quand même, en curieuse, j'ai lu les autres livres, il faut pas quand même que je sois inculte et que je sache pas de quoi les autres parlent. Mais, je suis partie dans cette idée à partir des écritures anciennes. Je ne les connais pas par cœur, toutes ces écritures. Ce sont des bribes, je dois le dire, qui me servent. Ouais. Je prends ce qui me sert. Moi, je suis un petit pousset. Ouais. En tant que romancière, vous aviez déjà en tête la structure de ce roman qui sera en plusieurs tomes, précisons-le tout de suite. Deuxième tome. Il n'y a que 2 tomes. Il n'y a que 2 tomes, donc là le premier vient d'être publié aux éditions d'Hervy. Et il est temps maintenant de définir ce qu'est pour vous le Baphomet, parce que on en a entendu parler évidemment, ceux et celles qui nous écoutent sans avoir une culture extraordinaire, mais se disent attendez, Baphomet, rapproché des Templiers, au moment où on en a entendu parler, voilà à peu près la connaissance, je dirais générale. Alors le Baphomet, c'est quoi? Alors, ayant tout additionné, mais je le savais déjà depuis longtemps. J'ai un ami qui m'a dit, dites donc, petite Buisson, dis-moi où se trouve le Baphomet. C'est pas mal. C'est un ami qui est éditeur et qui... j'ai dit, c'est très simple. Normalement, il se trouve à Chartres, dans des souterrains, à Chartres, parce que j'ai une capacité de vision, de voyance. Si je pars comme ça en Égypte, bien entendu, c'est parce que je sais où je vais. Dans tous les sites en général, quand je passe, c'est pour retrouver vraiment quelque chose. Donc, mais j'aime bien fonctionner seul, on va dire. Parce que avec l'avis de tout le monde, au bout d'un moment, je me suis fait piéger. Il m'est arrivé de trouver un site archéologique en disant mon site. Les gens qui étaient avec moi, c'était mon site. Donc, j'étais exclue. Alors, en fonctionnant toute seule, sachant d'avance ce que dessinait Baphomet, pour moi, il y a Ba. Le Ba et le Ka chez les Égyptiens. Donc, le mot, c'est un noyau de masque funéraire. Vous voyez. Et comme on a toujours parlé, le rapport avec le soleil en ce qui concerne pas le Baphomet, mais tout ce qui est Templier, tout ce qui est Montségur, etc., tous ces sites-là, c'est un noyau d'un masque funéraire d'Akhenaton, qui n'a jamais il a été dissocié de son masque d'or, comme vous le voyez sur la couverture. Vous le voyez seul et vous le voyez avec son masque d'or. Et en jouant sur les lettres, j'explique tout ça. Et Met, c'est Maat, la mémoire. Donc tout est basé sur la mémoire déjà au départ. Et puis il y a toute l'évolution, pas forcément de l'écriture, parce qu'au départ c'est un petit masque, il raconte un noyau de masque qui raconte son histoire, son origine, quand il était avec son masque d'or, la façon dont il l'a perdu, et ensuite il passe de main en main dans 10 périodes, et finit par arriver dans les mains, il va chez les Celtes, enfin, Salomon, Hiram, etc., toutes ces périodes-là, et il arrive dans la période celte, où justement il est là, et il finit dans les mains du roi Arthur, mais ça c'est dans le 2e tome, etc., avec Merlin, on a droit à tout le monde, les Templiers. Donc il finit à Chartres. Il est passé dans les mains de Jacques de Molay. Il finit à Chartres. Et j'avais commencé Jacques de Molay, dernier grand maître des Templiers. Absolument. Mais il n'y a pas que ça. Je le dis dès le début du livre. Il y a plus un candélabre, etc. Enfin, de la période de David et choses comme ça. Donc, c'était un genre de réunion d'objets sacrés qui sont baladés, vous voyez, et qui sont arrivés juste dans cette période. Et j'avais commencé des fouilles à Chartres. J'attends qu'une seule chose, c'est que ce livre intéresse tous les gens et qu'il soit favorable pour que je puisse enfin reprendre ces fouilles à Chartres. Parce que s'il n'y a pas la médiatisation de cette histoire, le côté administratif va me faire, comme dans les autres sites, des blocages. Vous êtes intimement persuadé que ce masque, le Baphomet, se trouve dans des souterrains en dessous de la cathédrale de Chartres? En général, quand je démarche, quand je vais quelque part, je trouve ce que j'ai vu.
Donc c'est le but, c'est très excitant, c'est passionnant. En plus c'est plus près, c'est à Chartres. Ouais. Voilà, donc parce que l'Égypte, la Turquie, où j'ai trouvé vraiment tous mes sites, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est ça, le but, c'est de faire participer tout le monde. Je ne veux pas faire la publicité du Da Vinci Code, mais vous avez vu combien les gens ont démarché. Moi, c'est mieux que le Da Vinci Code. Il y a plus à voir, plus à découvrir, plus à apprendre surtout à apprendre. Oui. Comment avez-vous travaillé? Parce que là, vous allez nous faire traverser toutes les périodes historiques, depuis l'Égypte antique jusqu'à quasiment nos jours contemporains. Vous avez réuni tout un tas de documents. Vous avez, en tant que romancière, tiré un fil, cherché des informations à droite, à gauche pour construire votre J'ai une pile récit. de cahiers de brouillon comme ça. Oui. Parlez un petit peu plus près du micro. J'ai une pile de cahiers de brouillon comme ça, sur lesquels je note. Et c'est vrai que quand je veux trouver un sujet, je regarde ce que les gens ont écrit. Déjà là-dessus. C'est pas une inspiration du tout. Non, mais c'est parce que je ne veux pas me tromper. Vous savez, l'histoire, ça prend dans des livres d'histoire. Hein. Alors la majorité du temps, c'est erroné ou c'est légende, etc. Alors moi, j'ai pas envie de rentrer dans leur jeu. Je rentre uniquement dans ce que je découvre. J'aime ma preuve. C'est très personnel. Tout ça, c'est à base de démarche. Et d'ailleurs, ça se lit. Mes amis, quand ils ont dit, m'ont dit, on se croirait dans le décor. Il manque les odeurs, qu'ils m'ont dit. C'est pour vous dire à quel point ça peut plaire. Ouais. Nicole Buisson-Joanneau, on fait une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler et à découvrir votre roman, La légende des légendes, mémoire d'un Baphomet, paru aux éditions d'Hervy. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Nicole Buisson-Joanneau, l'auteur de ce roman passionnant, La légende des légendes, mémoire d'un Baphomet, paru aux éditions d'Hervy, est mon invité ce soir sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange, en direct depuis le salon du livre ésotérique et philosophique de Condom, dans le Gers. Nicole Buisson-Joanneau, reprenons le cours de la conversation d'il y a quelques instants. Il y a une représentation, parce qu'il y a de très très belles planches en couleur, juste en introduction dans la préface du roman, où on voit justement le noyau du masque qui est en bois. C'est ça. À l'origine, c'était un bois d'Afrique très rare, mais qui a durci avec l'âge en étant déplacé. Vous savez, c'est ni plus ni moins comme, on va dire, on va rapprocher le temps comme une vierge d'une église qui a traversé plusieurs époques et puis qui a été déplacée, utilisée, qui est peut-être passée à côté d'un incendie, etc. Donc, il en est pas là, mais c'est un peu ça. À force d'être manipulé, touché, on ne sait plus. C'est presque aussi dur que du fer. Voilà. Mais alors, Nicole Buisson-Joanneau, quand même, qu'est-ce qui fait que ce Baphomet est un objet sacré, soit un objet sacré aussi chargé? Il est chargé parce qu'il a justement cette faculté en tant que cellule de se charger. Vous avez des quantités d'objets qui ne gardent pas la charge de l'énergie qui l'entoure, et vous en avez d'autres qui captent carrément. Mais c'est la science de demain. Déjà, on en parle. Vous voulez dire quoi? C'est une pile qui est comme ça, qui se nourrit Celui-ci, de l'énergie ambiante. Si vous allez dans une église, on va dire, eh bien, vous avez certaines statues qui sont beaucoup plus attirantes que d'autres. C'est vrai. Parce qu'elles sont et suivant l'endroit où elles sont placées aussi. Parce que vous avez en sous-sol, s'il y a de l'eau, etc., il y a tout un tas de phénomènes énergétiques qui permettent justement qu'on est attiré. On tourne l'œil, on s'arrête, on est attiré. Puis nous ne sommes jamais que des choses énergétiques aussi. Tout simplement. Donc, nous captons, nous avançons, nous échangeons. Ça se passe exactement que d'un humain à un autre. Donc, on va dire qu'il y a un feeling, pour employer un mot. Un mot moderne, tout à fait. Voilà. Il y a un feeling, vous vous arrêtez devant et vous avez la sensation qu'il y a un échange, qu'elle vous écoute, qu'elle vous entend. Vous savez, ça ne va pas plus loin que si vous avez la photo d'un décédé chez vous, et ben vous avez la sensation qu'il va vous entendre. Et ben après, là, ça va plus loin justement parce que ça part, ça explose quelque part et vous avez compris alors, ce phénomène. C'est ça qui a fait que ce Baphomet ait été aussi convoité, qu'il soit passé autant de main en main pour arriver. Peut-être. Je le souhaite.
C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Pour arriver peut-être quelque part du côté de Chartres, dans des souterrains encore inexplorés. C'est ça qui fait que cet objet soit si convoité. Les gens n'étaient pas conscients. Ils se sentaient attirés, mais ne connaissaient pas son origine. Ouais. À l'origine, la façon dont je l'explique, il faut penser quand même que nous étions à la période attonienne égyptienne, qu'il y avait énormément de façons de, on va dire, sacraliser les objets. Oui. Donc, il les passait dans un système qui est expliqué dans les livres, je ne vais pas tout vous dire, et ensuite, ils étaient chargés. Oui. Nous employons plein de systèmes pour charger une pile. Eux, ils en faisaient autant avec d'autres façons, d'autres manières. Et il y avait certains objets, plus particulièrement, qui étaient destinés au pharaon. Évidemment. Représentant de Dieu sur terre. Avec de l'or en plus, on connaît à quel point l'or a un rôle dans tous les objets, parce que c'est un métal pur, qu'il n'y a pas de négatif dans l'or, etc. Donc, il garde, si vous voulez, la force de cet objet. Ouais. Et comme il était très imprégné en tant que noyau, donc les gens l'ont... Comme vous avez une amulette, comme vous avez quelque chose, vous voulez pas vous en séparer. Ouais, je comprends tout à fait. Nous n'en sommes pas au point du gnou du bébé, mais c'est presque ça. Alors, dites-moi, Nicole Buisson-Joanneau, si d'aventure, c'est tout le mal que je vous souhaite, vraiment. Pourquoi parlez-vous de mal? Non. Vous allez comprendre à la fin de ma phrase. Cet objet extraordinaire arrive dans vos mains. Oui. Ça va être quoi? Il y aura des conditions dès le départ. Les conditions sont que je le veux pour l'échanger, le redonner aux Égyptiens et l'échanger sur le droit de fouille de mon site en Égypte. Ah. Voilà les conditions. Ouais. D'abord, ça ne nous appartient pas. Comme la Vénus de Milo doit retourner chez elle, etc., etc. Nous sommes à l'âge où nous pourrons faire des copies extraordinaires. Bien sûr. Et je ne vois pas pourquoi nous garderions les choses qui appartiennent à d'autres pays et qui ont une telle histoire. Ça appartient à l'humanité, finalement. Absolument, mais une telle histoire. Donc, c'est le patrimoine égyptien. Mais ils le savent, ce sont les conditions que j'ai expliquées quand j'étais en Égypte. Il ne s'agissait pas de ça, mais il s'agissait bien de la sépulture. Parce que nous avons certains droits en tant que découvreurs, etc. Mais là... Mais l'objet, est-ce que... j'allais dire entre guillemets, comme il est chargé, est-ce que vous auriez envie, je ne sais pas moi, de vous en servir si tant est que l'on puisse s'en servir d'une manière ou d'une autre? Ce serait idiot. Ce serait idiot parce que vous savez, vous avez des quantités d'objets qui sont identiques et qui sont au musée du Louvre et qui sont partout. Lui est intéressant parce qu'il a une histoire extraordinaire. Parce que je raconte son histoire, mais vous en avez plein qui ont des histoires extraordinaires. Si vous allez regarder la période égyptienne, une fois j'ai vu une exposition égyptienne, il y avait une sculpture qui était trouée, il y avait quelque chose à l'intérieur. Ils n'ont même pas compris que c'était chargé justement pour la captation et puis pour l'échange. Et ça faisait partie des objets exposés. On chargeait les sculptures avec d'autres choses à l'intérieur pour pouvoir... comme on met une pile dans nos radio-réveils. C'est quelque chose qui est... pour moi, c'est naturel. Mais alors, sans empiéter sur le tome 2, qui va être publié bientôt, toujours aux éditions d'Hervy, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que l'ordre des chevaliers du Temple, qui était un ordre extraordinairement puissant, riche, mené par des gens ô combien brillants, se soit attaché à cet objet? C'est-à-dire que l'histoire elle est différente, étant donné que il monte, il redescend, il remonte. En fin de compte, l'objet, il voyage tellement, vous voyez, toute la période avant Jésus-Christ, et il finit par arriver dans les mains du roi Arthur. Donc, vous voyez, le roi Arthur, il s'en sépare pas. Je vous faisais l'allusion du gnou du bébé, il ne s'en sépare pas, c'est son objet, son amulette un peu plus gros, c'est tout, et il part en guerre avec, il revient avec, etc. Et puis, il y a toute la période de Merlin, etc. et tout ça, qui est fabuleuse. Et cet objet finit par arriver, donc il passe à Montségur, justement, et là, il y a carrément, vous savez ce qui s'est passé, la révolte, les gens tués, etc. Et il y a 3 des chevaliers, il y en a un qui est parti et qui est justement remonté jusqu'à Chartres. J'ai fait
des recherches dans la bibliothèque, effectivement, on a retrouvé des personnages qui étaient partis, qui sont arrivés, parce que j'ai ma démarche, bien entendu, donc je cherche quelque chose de précis. Et il n'est pas précisé que le Baphomet était à Chartres, on n'est pas là, mais que ce sont les personnages que je recherchais sont partis du bas de la France et sont remontés. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent à Chartres. Et puis Chartres, c'est une ville extrême. Alors il y a un ancien château, je donne même l'endroit où il se trouve. Il y a l'ancien château de la ville de Chartres, qui est sur la place du marché. Et vous voyez, je vais vous dire, il y a un symbole qui va jusqu'au bout. C'est la rue du Soleil d'Or. Juste au bout de la rue du Soleil d'Or. Nicole Buisson-Joanneau, vous n'avez pas peur, en publiant, parce que c'est un roman, de déclencher une espèce de, comment dirais-je, de chasse au trésor. Mais oui, justement, c'est le but. Étant donné qu'au point de vue administratif, ils ne peuvent pas y aller. Qui peut dégrader, parce qu'il y a des gens plus ou moins scrupuleux, plus ou moins bien intentionnés, c'est à 12 mètres de profondeur. Etc. C'est à 12 mètres de profondeur. S'ils commencent à faire le trou, ça m'arrange. Oui, mais la ville de Chartres sera peut-être pas contente. J'ai commencé à faire des fouilles dans la cave du maire de Chartres pour rejoindre. Donc j'étais carrément sous tutelle, étant donné que quand on trouve un site archéologique, la première personne à qui il faut le déclarer, c'est au maire. Voilà. Donc, moi, je respecte toutes les données, je commence à connaître, ça fait 20 ans que ça dure facilement. Non, le but justement, c'est de partager. Partager sans être là en fin de compte, parce que partager en étant là, des conférences, bon c'est bien gentil, expliquer tout un tas de choses, mais il faut quand même commencer par quelque chose. Il y a des gens qui vont trouver dans ce livre des détails qui leur conviennent en dehors du Baphomet. Parce qu'il est question de vie successive, de vie antérieure, enfin on va dire de vie successive, et les gens qui ont hérité de ces mémoires, qui reprennent l'histoire, ils changent de scénario tout simplement. Donc les gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont des sensations, ils savent que ce n'est pas à eux, ils ont l'impression d'un dédoublement de personnalité ou d'une double personnalité. Tout simplement, c'est parce que les images se superposent. La pièce du puzzle n'est pas forcément exacte, mais il y a plein de choses. Quand on rencontre quelqu'un dans un café, qu'on dit « Oh, j'ai l'impression de le connaître ». Non, c'est l'émotion qui est sortie de cette rencontre qui a fait sortir les images, tout simplement. Et on joue avec ces images en se posant des questions. Mais c'est formidable, je vais vous dire, on nous dira plus qu'on est cinglé, parce qu'on dira « C'est l'autre qui m'a… » Comme de la génétique, c'est la génétique de l'âme, tout simplement, au lieu d'avoir d'une génétique… voilà. Pour conclure, Nicole Buisson-Joanneau, La légende des légendes, Mémoire d'un Baphomet, c'est un roman ou c'est un livre historique? On va dire un roman historique. Bien répondu. Merci beaucoup en tout cas, Nicole Buisson-Joanneau, et à très bientôt pour le tome 2. Je vous remercie. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute des programmes de Sud Radio. Dans quelques instants, la rediffusion des émissions que vous avez découvertes tout au long de cette semaine. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous retrouve demain, toujours en direct depuis Condom, dans le Gers, dans le Cloître, en direct depuis le Salon du Livre ésotérique et philosophique. Je serai en compagnie de Monsieur Aziel. Nous parlerons des anges. Vous verrez, c'est un spécialiste dans ce domaine, même si on n'est pas toujours tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, ce qu'il écrit, mais en tout cas le débat est intéressant. Et puis j'aurai le plaisir de recevoir également un autre auteur, Jean Ézéchiel, et là nous parlerons des prophéties de l'islam. Bonne soirée, merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Pierre Massias qui m'aide à la construire, et à demain.